Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 9e édition de la conférence annuelle du Master 2 et CITEFH. Nous souhaitons également la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent à distance, s'ils le peuvent, du coup. Cette conférence est enregistrée et sera disponible par la suite sur notre chaîne YouTube. Tout d'abord, qu'est-ce que l'ergonomie ? L'ergonomie, c'est la discipline scientifique qui vise la compréhension des interactions entre l'humain et les autres composantes d'un système, qu'ils soient technologiques, techniques ou organisationnels. Elle poursuit un double objectif, optimiser le bien-être des personnes et améliorer la performance globale des systèmes. Elle s'intéresse donc au travail réel, aux contraintes, aux capacités et aux limites de l'humain, mais aussi aux ressources mobilisées par les individus dans leur activité. Le thème de cette année, ergonomie et santé du poste de travail au cortex, illustre précisément cette approche. Il s'agira d'interroger la santé au travail à différentes échelles, du poste et des situations concrètes de travail et leurs aménagements, jusqu'à une compréhension approfondie des processus cognitifs en jeu et des moyens dont nous disposons aujourd'hui pour les analyser. Sur ces thèmes, nous allons aujourd'hui donc écouter d'abord Alicia Spillemont et Anaïs Noël qui présenteront une étude de cas portant sur l'accompagnement au retour à l'emploi d'une patiente post-AVC. Donc cette intervention, elle va aborder l'aménagement de poste de travail à travers une double approche disciplinaire, la neuropsychologie et l'ergonomie. Ensuite, Monsieur Levkovitch, je crois que c'est ça, nous présentera la Human Data Science, qui est une discipline scientifique émergente dédiée à la production et à l'interprétation de données humaines dans les systèmes de travail. Et enfin, M. Dehé-Frédéric, professeur à l'ISAE, nous expliquera comment les neurosciences et la neuroergonomie nous permettent d'appréhender et de comprendre les limites du cerveau au travail, ainsi que l'intérêt des neurotechnologies pour aider notamment les pilotes face à leurs limites. Donc ces présentations seront suivies d'un temps de questions sous forme de table ronde. Vous pourrez également poser vos questions ici et malheureusement, si le live marche, plus tard dans le live. Voilà, bonne conférence à tous. Bonjour à tous, je suis Alicia Spillemont, je suis psychologue et ergonome au sein de l'unité d'insertion socio-professionnelle Comet à Toulouse. Moi, c'est Anaïs Noël, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie et en accompagnement professionnel, également pour l'unité Comet, et je suis sur la coordination de l'activité. Alors, on va vous présenter un petit peu ce que c'est Comet, le dispositif, et puis après, on vous présentera une situation que nous avons accompagnée en binôme, Alicia et moi, au sein du dispositif. Alors, Comet, c'est une association qui est nationale, qui est présente sur l'ensemble du territoire, aujourd'hui sur 13 régions qui sont couvertes. Elle existe depuis un peu plus de 30 ans et elle a été créée dans le but de proposer aux personnes hospitalisées en service de soins médicaux et de réadaptation un accompagnement à la réinsertion professionnelle pour des personnes qui, du fait d'une problématique de santé, risquent d'avoir des difficultés de retour à l'emploi, à la formation, les études, etc. Aujourd'hui, il y a plus de 100 établissements de soins médicaux et réadaptation qui ont une équipe Comet qui interviennent au sein de leurs établissements. Et donc, il y a en tout 44 équipes, sachant que certaines équipes sont multi-établissements, c'est pour ça qu'on est moins d'équipes que d'établissements. Il y a environ 10 000 personnes qui sont accompagnées par an au niveau national par le dispositif Comet. Alors, on s'inscrit dans ce qu'on appelle la démarche précoce d'insertion, c'est-à-dire que l'idée est de pouvoir proposer dès la phase d'hospitalisation un accompagnement à la construction d'un projet professionnel qui va être compatible avec l'état de santé de la personne. On s'appuie sur des principes, on va dire, clés de base, donc avec cette notion de précocité, c'est-à-dire qu'on intervient dès l'hospitalisation pour pouvoir favoriser une réflexion précoce sur ce projet professionnel en lien avec la situation de santé. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire dédiée, donc l'ensemble des équipes Comet ont des professionnels qui sont spécialisés à la fois dans le champ de la santé, avec des médecins, ergothérapeutes, psychologues, etc., des professionnels plutôt sur le champ du social, avec des assistants socio-éducatifs, assistantes sociales, etc., et plus sur le côté travail avec ergonomes, psychologues du travail, etc. L'idée étant d'avoir cette approche pluridisciplinaire pour avoir des regards croisés dans nos accompagnements.
On travaille en réseau, donc à la fois avec les acteurs du champ de la santé, dans les établissements de soins où on intervient, mais aussi avec tous les partenaires extérieurs du champ de l'insertion et du handicap. C'est assez large. Et donc le dernier principe clé, c'est ce suivi qui va être personnalisé et global, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'intéresser à toutes les sphères de vie de la personne, que ce soit sur le plan médical, professionnel, social, familial, voilà, tout ce qui va pouvoir être important pour la personne dans son projet de vie et d'insertion. Donc le fonctionnement de Comet, alors nous, l'équipe de Toulouse, on est multisite, c'est-à-dire qu'on intervient sur 3 établissements, le CHU, au service de médecine physique et réadaptation, la clinique de Verdèche, qui est du côté d'Hauterive, dans le sud, et la clinique des Cèdres, qui est du côté de Cornebarieux. En fait, dans ces établissements, lorsque les équipes médicales ou paramédicales rencontrent des personnes qui sont hospitalisées et qui risquent d'avoir des difficultés de réinsertion, ils nous orientent ces personnes. Et on va les rencontrer dans un premier entretien où on va faire un point global sur leur situation médicale, sociale, professionnelle, etc. À l'issue de ce premier entretien, si ça nous paraît pertinent d'accompagner cette personne et que la personne souhaite qu'on l'accompagne, on va démarrer l'accompagnement. Donc ça, c'est la première phase, ce que vous voyez, accueil, évaluation de la demande. Et après, quand on va commencer à travailler le projet, on est dans cette deuxième phase qui est d'évaluer en fait la faisabilité du projet professionnel en fonction de ce que souhaite la personne, mais aussi de ses possibilités au vu de la problématique de santé. On va s'intéresser aussi particulièrement à la question de la situation sociale, s'il faut mettre en œuvre des démarches administratives, des ouvertures aux droits, etc. On va accompagner tout ça. Donc on travaille le projet et si on valide la faisabilité du projet, on va passer dans une troisième phase qui est une phase de mise en œuvre des actions pour que le projet se réalise. Donc ça peut être valider des préconisations pour du maintien en emploi s'il y a un aménagement de poste, ça peut être valider un projet de formation, une reprise d'études, en fonction du projet de la personne. Cette phase 3 se termine lorsque la personne est réinsérée, c'est-à-dire soit elle réintègre son emploi, soit elle intègre une formation ou ses études. Et après, on va avoir un suivi de 2 ans après l'insertion pour voir si tout se passe bien, si il y a besoin de réintervenir ou pas. Sachant qu'en termes de délai d'accompagnement, nous, on les voit pendant l'hospitalisation et on a jusqu'à 1 an d'accompagnement après leur sortie d'hospitalisation. Voilà, pour se donner un peu une idée de la temporalité. Donc là, maintenant, on va vous parler d'une situation qu'on a accompagnée avec Alicia ces dernières années. Donc cette situation, c'est la situation de Madame C. Donc Madame C, c'est une dame qui a 47 ans et qui a été victime d'un AVC hémorragique le 13 juin 2022. Et nous l'avons rencontrée lors d'une hospitalisation de jour en juin 2024. Donc c'est une dame qui est mariée, propriétaire de son logement et qui a le permis B, mais qui doit être régularisée. Parce qu'effectivement, après une lésion cérébrale, la législation, elle demande à ce que le permis soit revalidé. Donc concrètement, ça se passe par une visite médicale et avec un médecin agréé, et si besoin, par un essai sur route, pardon. Cette dame, ensuite, elle a une licence en communication et elle est assistante de direction en CDI à temps plein depuis 2003 dans la même entreprise. Elle perçoit des indemnités journalières maladie et également une prévoyance d'entreprise qui arrive à terme donc en 2025 lors de notre rencontre. Son projet, c'est un projet de maintien dans l'emploi. Donc l'accompagnement, il débute par cette hospitalisation de jour le 20 juin 2024 qui commence par une consultation avec le médecin de médecine physique et de réadaptation de Comet. Puis ensuite, un entretien d'inclusion Comet, il est réalisé avec la patiente et son mari pour pouvoir recueillir des informations sur sa situation médico-socio-professionnelle, mais aussi voir avec elle un peu sa demande et ses attentes par rapport à l'accompagnement que nous pouvons proposer. Ensuite, elle réalise un bilan neuropsychologique avec Anaïs qui va vous en dire un peu plus. Donc sur ce premier rendez-vous, on va faire un bilan neuropsychologique pour faire un point sur où est-ce qu'elle en est d'un point de vue fonctionnel. Alors, du côté moteur, c'est une dame qui a des séquelles d'hémiplégie droite. Donc ça crée des difficultés de déplacement à la marche, elle boite un petit peu, et elle a des difficultés d'utilisation de son membre supérieur droit, qui est peu fonctionnel. À côté de ça, elle a une hémianopsie latérale homonyme droite, donc c'est-à-dire qu'elle a une amputation de son champ visuel sur tout l'hémiespace droit. Donc elle ne voit pas de ce côté-là, par contre elle est en capacité de compenser en tournant le visage et le regard.
Alors, ce qui est au premier plan, sur le plan cognitif, fonction supérieure, c'est au niveau du langage, elle a une aphasie mixte qui touche la compréhension, mais surtout l'expression. Donc, elle est en capacité de comprendre quand on discute avec elle, si c'est pas trop long, pas trop complexe, mais en termes d'expression, c'est un peu difficile. Elle a un manque du mot qui fait que elle a du mal à pouvoir dire ce qu'elle a envie de dire. Ça affecte à la fois le langage oral et le langage écrit, sachant qu'elle est encore plus en difficulté à l'écrit pour déchiffrer des messages écrits ou pour pouvoir les produire. Cette difficulté est ce qui entraîne le plus de frustration pour elle, parce qu'elle est tout à fait consciente de sa situation, et de ne pas pouvoir s'exprimer, c'est vraiment difficile et ça la met souvent en colère. Sur le reste du bilan neuropsychologique, donc on repère qu'il y a des fragilités au niveau des fonctions attentionnelles et exécutives qui se manifestent par un ralentissement du traitement de l'information, par des décrochages attentionnels, de l'impulsivité, des difficultés de planification et une fatigabilité cognitive. Au niveau de la mémoire, on voit que ça a l'air d'être plutôt bien préservé, avec de bonnes capacités d'apprentissage, et l'entourage témoigne qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là, parce que c'est un peu difficile à évaluer quand le langage n'est pas fonctionnel, mais voilà, ça a l'air de bien fonctionner. Sur le plan thymique, elle a un moral qui est fluctuant. C'est une dame qui est très, très, très motivée. Elle a vraiment, vraiment envie de retravailler. C'est quelqu'un qui a toujours été très dynamique. Et en même temps, elle a beaucoup de frustrations liées aux limitations engendrées par son AVC, que ce soit en termes d'autonomie ou en termes de communication. Donc, elle est vraiment tiraillée entre j'ai très envie, mais en même temps, ça m'agace de ne pas y arriver parce que j'ai ces séquelles qui m'en empêchent. Voilà à peu près pour... Donc, pour vous permettre d'un peu mieux comprendre comment s'est déroulé l'accompagnement de Madame C, je vais maintenant m'appuyer donc sur cette frise chronologique. Elle permet à la fois de retracer donc les différentes étapes de l'accompagnement, mais aussi d'illustrer la temporalité nécessaire pour ce type de parcours. Donc, comme vous le voyez, le 23 octobre 2024, nous avons donc accompagné Madame lors d'un rendez-vous avec le médecin du travail pour pouvoir échanger sur les pistes pour la suite. Donc, la prise de contact avec l'employeur concernant la possibilité pour pouvoir soit d'un reclassement et la mise en place d'un essai encadré. Donc, l'essai encadré, c'est une période de mise en situation professionnelle pendant l'arrêt de travail. C'est proposé par la Sécurité sociale et ça permet donc aux salariés de pouvoir revenir sur son lieu de travail pendant l'arrêt et de tester donc ses capacités. Quelques semaines plus tard, 15 jours plus tard, le 7 novembre 2024, donc Madame essaie de régulariser son permis de conduire, ce qui lui est refusé par rapport à ce que vous disiez Anaïs, l'hémianopsie à droite et donc la réduction du champ visuel. Donc là, la question de la mobilité pour aller au travail s'est vraiment posée et surtout aussi pour l'essai encadré qu'on est en train d'organiser. Le début 2025, on a eu un nouveau rendez-vous avec l'ARH et la référente handicap de l'entreprise pour pouvoir échanger autour des missions et tâches adaptées au vu du reclassement, d'un potentiel reclassement en interne. Quelques jours plus tard, Madame avait pu réfléchir et nous faire des retours sur ce qu'elle se sentait capable de faire. Donc pour vous illustrer un petit peu ce qui était possible, je vous ai sur le tableau de gauche listé quelques tâches qu'elle nous avait données, donc comme imprimer des documents, les distribuer ou les envoyer, écrire des courriers ou des documents à l'aide de modèles, préparer des dossiers de réunion, organiser une réunion dans les locaux de l'entreprise, accueillir et recenser des personnes participant à des réunions ou encore répondre à des mails avec l'aide de modèles ou de correcteurs. Quelques semaines plus tard, on a eu donc un nouveau rendez-vous de liaison avec l'employeur, le médecin du travail, Madame C et Anaïs et moi-même pour pouvoir organiser donc cet essai encadré qui a donc débuté le 9 avril 2025. Il y a une petite erreur sur le diapo. Donc à raison de 2 jours par semaine, de 10h à 13h, avec l'essai donc de plusieurs tâches qui est encadré par une collègue de travail. Donc ces tâches, c'est des tâches qui ont été proposées par l'entreprise pour pouvoir mettre en situation de test Madame C. Donc là, je vous en ai listé quelques-unes. Il y en avait une dizaine de proposées, mais là, par exemple, envoyer des mails pré-rédigés aux candidatures spontanées, faire de la facturation sur un logiciel, ou encore saisir des données dans un Excel pour regrouper les coordonnées des candidats rencontrés lors d'un salon. Donc pendant l'essai, Madame C est allée sur son poste 16 fois et nous on a fait 6 visites, dont 3 en binôme neuropsychologue ergonome. Donc le 15 avril 2025, j'ai pu réaliser une session d'analyse de l'activité du travail en observant donc différentes tâches sur 2 heures et en échangeant avec Madame C.
Donc ce qui en avait été conclu, c'est que j'avais observé des difficultés d'utilisation de la souris et du clavier, des douleurs au niveau de l'épaule, mais aussi d'une mauvaise posture au poste due aux difficultés d'appui de sa jambe droite. Suite à mes préconisations et à cette première visite, donc le lendemain, j'ai pris contact avec 3D Concept Ergonomique et un fournisseur de matériel pour pouvoir organiser un essai de matériel et ensuite voir un peu les répercussions que ça avait sur la suite de l'essai. Donc le 6 mai 2025, un mois après, on a fait une nouvelle étude de poste en duo neuropsy-ergo pour pouvoir évaluer donc ces difficultés sur de nouvelles tâches, mais aussi l'efficacité donc de ces aménagements de poste. L'essai a donc pris fin le 3 juin 2025 et nous avons pu faire un bilan avec le médecin du travail, Madame C et son mari, mais aussi la référente handicap et la RH, qui s'est avéré positif car un reclassement sur un poste d'assistante administrative avec aménagement technique et organisationnel a pu être proposé à Madame C. Donc pour vous faire un petit focus sur les aménagements techniques qui avaient été essayés et qui ont été concluants, donc sur le poste informatique, on a pu proposer donc un clavier compact utilisable facilement à une main avec un pavé numérique placé à gauche, comme vous pouvez le voir sur la photo, une souris centrale, un repose-bras, un repose-pied, un double écran et un fauteuil adapté à la morphologie de Madame C. Donc en résultat, on peut voir directement un gain en confort postural avec des réductions de douleur de l'épaule, mais aussi un meilleur positionnement et aussi une meilleure maniabilité de l'outil informatique où on a pu observer donc plus de précision et beaucoup moins d'erreurs de clic et donc une meilleure performance à la frappe. Donc pour vous illustrer un peu le positionnement sur le poste initial, un peu l'évolution du positionnement, je vous ai mis une photo du positionnement sur le poste initial et une photo du positionnement sur le poste aménagé, où on voit clairement que la posture de Madame a changé et qu'elle a un meilleur soutien au niveau du bras droit, donc du membre plégique, et donc d'où la diminution des douleurs de ce côté-là. Alors le petit focus sur les aménagements organisationnels. Donc par rapport à l'hémianopsie latérale homonymie droite, donc c'est une dame qui compense assez bien, mais elle peut être quand même gênée dans le repérage des informations qui sont situées sur sa droite. C'est-à-dire que du coup, on va plutôt préconiser de placer au maximum les objets de travail, les outils de travail sur sa gauche, comme ça avait été fait avec le clavier numérique, mais aussi les écrans pour qu'elle soit plus à l'aise dans la recherche des informations autour d'elle. L'idée était aussi de porter une attention particulière aux éléments qu'elle va traiter, à la fin des éléments qu'elle va traiter. Par exemple, elle va plus facilement faire des erreurs sur la fin des mots, quand elle va saisir, quand elle va recopier, parce que du coup, potentiellement, elle va moins bien les voir et donc elle risque de se tromper. Donc l'idée, c'est qu'elle fasse plus attention à ça et que le collectif aussi en soit conscient, pour le collectif de travail, pour pouvoir peut-être l'aider à repérer des difficultés qu'il pourrait y avoir dans le traitement des informations. Au niveau du langage, donc, le constat, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a ces difficultés au niveau de l'expression et de la compréhension quand c'est un petit peu complexe. Donc à l'oral, effectivement, elle a toujours ces difficultés à trouver ses mots. Et à l'écrit, elle va aussi être en difficulté pour décoder les informations. Si on lui envoie un mail un peu trop long, trop complexe, c'est contre-productif, ça va l'énerver, elle va pas y arriver. Donc c'est vraiment essayer de privilégier de manière générale l'oral. On essaie d'éviter au maximum l'écrit, ou alors il faut que ce soit simple, concis, assez clair. Et si on passe par l'écrit, on va privilégier tout ce qui est dactylographié plutôt que ce qui est manuscrit, parce que le manuscrit va rajouter une complexité de décodage. Elle ne va pas être aidée en fait par le contexte du fait de ces troubles du langage. Donc on va essayer de limiter ce canal de communication. Donc voilà, plutôt privilégier l'oral dans le langage et en essayant de ne pas non plus faire trop de tâches où ça va être chargé au niveau d'informations verbales. Au niveau des aspects attentionnels et exécutifs, donc sur le versant fatigabilité et décrochage attentionnel, donc pendant l'essai encadré, on observe qu'il y a des moments de flottement avec parfois des ralentissements de l'activité sur certaines tâches qui va augmenter avec la fatigue, donc avec le temps.
Donc, en préconisation, ça paraît assez logique, mais ça va être de prendre des pauses, en fait, dès qu'elle sent qu'en fait, elle commence à lâcher, de se prendre du recul, aller se balader pour revenir, etc. Mais aussi sensibiliser le collectif de travail à ça, pour elle ne s'en rend pas forcément compte, pour qu'eux aussi lui proposent de faire des pauses ou de prendre un peu du recul sur ce qu'elle fait quand ils sentent qu'elle commence à décrocher. De manière générale, quand même, on observe que le reste du temps, elle a quand même une concentration assez efficiente, avec un gain en endurance au fur et à mesure des essais, d'où aussi quand même la part de la motivation qui va permettre en fait à la personne à être, à peut-être décupler ses capacités quand elle est dans une situation qui fait sens pour elle. Au niveau de la flexibilité mentale, donc la flexibilité mentale, c'est la capacité à adapter son comportement aux exigences de l'environnement. Là, on observe des difficultés pendant l'essai encadré de type, elle va persévérer sur des erreurs qu'elle fait. En fait, elle va faire une erreur de frappe, elle va revenir. En fait, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle a laissé le bouton majuscule enclenché. Bon, des choses qui font qu'elle va répéter l'erreur. Ou alors, quand elle est face à un changement, elle va avoir du mal à percevoir ce changement. Elle va rester dans son process habituel. Donc là, c'est pareil, c'est de l'aider à prendre conscience quand une situation devient bloquante et à prendre du recul, à se demander comment elle peut faire autrement face à cette situation. De redoubler d'attention aussi quand il y a un changement qui arrive, qu'elle puisse conscientiser le fait qu'elle peut être en difficulté là-dessus, et donc comment, à ce moment-là, pouvoir prendre du recul pour avoir une attention un petit peu différente. Pareil avec le collectif de travail, parce qu'ils peuvent eux aussi aider à être soutenants quand ces situations se présentent. Ce qui est positif, c'est qu'en fait, une fois qu'elle a modifié le comportement, il est acquis. C'est-à-dire qu'elle arrive à mettre en place des stratégies qui fonctionnent, toute seule ou avec l'aide de ses collègues. Et une fois que c'est là, c'est bon. C'est le fait qu'elle ait de bonnes capacités d'apprentissage va aider vraiment à ce que finalement elle puisse, elle, trouver des stratégies et puis vraiment consolider finalement cette nouvelle façon de faire. Il y a des petits signes d'impulsivité avec, parfois elle se précipite dans la tâche, elle se précipite dans la communication. Alors ça va aussi un peu avec son caractère parfois ça l'agace un peu, donc il faut aller vite. Donc là c'est pareil, c'est prendre le temps un peu de se poser, de faire une pause, de discuter. Et toujours pareil, tout ça c'est toujours en lien avec le collectif de travail qui va pouvoir aussi, le fait qu'ils en aient conscience aussi, vont pouvoir l'accompagner là-dedans. Donc ça a été un peu résumé à l'ensemble des acteurs par ce tableau qui reprend à la fois les aspects, les difficultés motrices, les difficultés cognitives qui ont pu être repérées et un peu les stratégies, outils qui peuvent être proposés pour chaque difficulté. Ce qui a été vraiment important, c'est de pouvoir faire le double accompagnement vraiment sur les aspects moteurs et cognitifs, parce que finalement l'un va soulager l'autre, le fait qu'elle soit quand même mieux installée sur son poste de travail, qu'elle soit moins en difficulté pour gérer son hémiplégie, son outil informatique, va lui permettre aussi d'avoir plus de ressources pour les aspects attention, concentration, etc. Les forces qui ont été vraiment aussi importantes sur lesquelles elle a pu s'appuyer, c'est une volonté de faire. Elle était vraiment très 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 motivée et ça a vraiment aidé pour que elle se réinsère sur son activité. Ses bonnes capacités d'apprentissage, on en a parlé, et comme on a dit aussi, le fait qu'elle mette en place et qu'elle applique des stratégies efficaces. Donc pour continuer sur la frise de tout à l'heure, donc le 19 juin 2025, donc une dizaine de jours après la fin de l'essai, Madame a l'accord donc d'une reprise de 2,5 jours par semaine, mais tout en continuant à côté donc ses soins au quotidien, donc que ça soit la kiné ou l'orthophonie. Elle réalise les trajets en transport en commun et aussi avec des aides à domicile, ce qui est vraiment une frustration pour elle de ne pas être autonome de ce côté-là. Le 3 juillet 2025, elle a l'accord de l'invalidité catégorie 1 par la CPAM. Donc c'est un point important concernant cette décision, car parce que même le 10 juillet 2025, elle la conteste, estimant que sa situation relevait davantage d'une catégorie 2 compte tenu de l'impact de ses séquelles sur sa capacité de travail, mais malheureusement ça a été refusé. Et concrètement, cette pension d'invalidité, elle permet de faire un complément de son salaire vu qu'elle travaille à temps partiel. Le 3 septembre 2025, elle a l'accord pour pouvoir utiliser Mobibus. Mobibus qui est un service proposé par TCE pour les personnes à mobilité réduite pour réaliser les déplacements. Et le 19 décembre 2025, donc soit
plus d'1 an après la première tentative de régulation du permis, elle obtient l'aptitude médicale à la conduite et donc une validation par un inspecteur du permis de conduire. Et enfin, en janvier 2026, donc très récemment, elle est en cours d'achat et d'aménagement d'un véhicule pour pouvoir récupérer en autonomie pour sa mobilité. Donc pour conclure, ce cas pratique illustre bien la manière dont notre accompagnement s'appuie sur les 4 piliers portés par l'association Comet France. Donc tout d'abord, un accompagnement global. Dans la situation de Madame C, on a pris en compte l'ensemble des dimensions, que ce soit l'aspect moteur, organisationnel, cognitif, social ou encore la mobilité, qui, comme on a pu le voir, a un impact fort sur la potentielle reprise d'activité et le maintien dans l'emploi de manière générale. Le deuxième pilier est celui du précoce. Dans le cas présenté aujourd'hui, il ne s'agit pas forcément d'un accompagnement précoce au sens strict parce que Madame C nous a été orientée par un partenaire, mais ça permet de mettre en lumière la temporalité longue nécessaire pour un accompagnement de retour à l'emploi après une lésion cérébrale. Madame C, donc, elle a rencontré ses problèmes de santé en 2022. On a commencé l'accompagnement en juin 2024 pour un maintien réussi en juin 2025. Le troisième pilier est celui de l'interdisciplinarité. La situation de Madame C a mobilisé donc plusieurs professionnels, neuropsychologues, assistantes sociales, ergonomes, médecins, entre autres. Donc cette complémentarité des regards, elle permet une compréhension fine de la situation et une coordination des actions au service d'un projet de maintien dans l'emploi réussi. Enfin, le quatrième pilier est celui de l'accompagnement personnalisé. L'accompagnement, il est construit sur mesure en tenant compte des contraintes de la personne, de son état de santé, mais aussi celles de l'employeur et du poste de travail, afin de sécuriser le maintien dans l'emploi sur le long terme. Merci beaucoup. Si jamais, pour ceux qui se demandent, les questions, ce sera à la fin, tout à la fin des présentations. Voilà. Ok. Donc bonjour. Alors moi donc merci pour cette invitation. Hein. Je suis Daniel Levkovitch et je travaille pour le centre de recherche. Pardon. Donc le centre de recherche en interaction humain-système de Human Design Group. Et donc, je suis de formation neuroscientifique au départ. Et ici, j'ai fait mon master à l'université Paul Sabatier, mais j'ai aussi une spécialité en intelligence artificielle. Et donc, j'ai développé au cours de mes recherches académiques, mais je la mets aujourd'hui à profit de Human Design Group depuis une dizaine d'années. Je suis en charge de très nombreux projets là, de Human Data Science, dont je vais essayer de vous présenter quelques exemples au cours de la présentation. Mais avant cela, puisqu'on m'en donne l'occasion, je voudrais vous parler des raisons pour lesquelles je pense qu'il est vraiment fondamental que la Human Data Science, c'est-à-dire la science des données humaines, soit considérée comme une discipline scientifique. C'est-à-dire que je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles elle tient une place à part parmi les sciences des données et aussi le rôle tout à fait fondamental qu'elle a dans la compréhension et la transformation des situations de travail et à travers les données humaines. Alors, au départ, ce qu'on voit, c'est que les données humaines ont littéralement explosé au cours de ces dernières années. Aujourd'hui, nous avons accès à de plus en plus de données et ces outils de collecte, en fait, sont largement démocratisés. Ça donne accès à de nombreuses sources de données qui sont de la type physiologique, comportementale ou subjective et qui sont souvent continues et voire parfois massives. Donc, ce qui se passe, c'est que ces données ne concernent pas forcément que les systèmes de travail. En réalité, on les retrouve absolument partout, notamment dans la santé parfois connectée, dans la médecine individualisée, dans le numérique, les transports ou les systèmes à risque. Finalement, l'étude de cas précédente, là, sur une patiente post-AVC, donc, illustre bien cette logique, c'est-à-dire l'interface entre la neuropsychologie, l'ergonomie et puis les données humaines.
En médecine, d'ailleurs, on voit que dans la santé connectée, une des premières définitions de la Human Data Science, c'était en fait d'articuler les données physiologiques, subjectives et contextuelles pour affiner le diagnostic, pour en faire un suivi personnalisé des traitements. Mais dans l'industrie, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'usage s'est largement diffusé et par exemple, on récupère les traces numériques d'achat, on va intégrer des données humaines au système de sûreté et on va avoir des capteurs embarqués un petit peu partout. Mais le point clé ici, c'est que finalement, les données humaines, elles existent déjà et que le véritable enjeu, ce n'est pas vraiment de les collecter, mais c'est plutôt, en fait, leur compréhension et leur interprétation. Alors, d'autant plus que c'est fondamental, c'est-à-dire que parfois, il y a de nombreuses promesses qui sont faites avec ces données-là. On pense notamment à toutes les neurotechnologies qu'on voit chaque année débarquer au CES de Las Vegas. Le problème, c'est pas vraiment que ça existe, le problème, c'est quand les promesses ne sont pas tenues. Parce qu'en fait, elles créent des attentes qui sont complètement irréalistes. Et ça, c'est vraiment précisément le point pour lequel il devient nécessaire en fait, de créer et de structurer une science des données humaines qui soient à la fois éthiques, rigoureuses et responsables. Donc, les données humaines, si leur interprétation est centrale, c'est tout simplement parce qu'elles ne sont pas comme les autres. Alors, en psychologie, en neurosciences, en médecine ou en ergonomie, on sait bien qu'on le répète assez régulièrement, ça je pense que tout le monde est au courant, qu'il y a une très forte variabilité interindividuelle et intra-individuelle. En fait, une même situation peut engendrer des perceptions, des décisions complètement différentes d'un individu à un autre. Et pour un même individu, on dira que ces réponses vont varier selon son état interne, le contexte dans lequel il est placé. Et en fait, c'est d'ailleurs même sur cette variabilité-là qu'en fait repose toute l'analyse statistique et la totalité, les fameuses analyses de variance, et la totalité, donc finalement, de comment on va extrapoler à partir d'un échantillon une vérité applicable à l'ensemble d'une population, à 5% d'erreur près, mais quand même, voilà, bon, je vous écarte un peu le cours de statistique parce qu'il est un peu tard, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que, en fait, toute mesure humaine s'inscrit finalement dans une logique comparative et probabiliste. Et donc, au-delà de la variabilité, excusez-moi. Au-delà de la variabilité, ce qu'on a, c'est qu'on a des propriétés qui sont particulières donc, pour ces données humaines. Notamment, le premier point, c'est qu'elles sont, elles sont interprétatives. En fait, on n'est pas en train de mesurer des grandeurs physiques, comme c'est le cas pour les capteurs industriels. Ce qu'on est en train de mesurer, donc contrairement à une température, à une pression ou une vitesse, ça ne va pas se lire de manière directe. Il faut forcément l'interpréter. Donc, par exemple, un rythme cardiaque à 90 BPM, pour moi, ça peut être quelque chose de tout à fait normal. Alors là, peut-être je suis un peu stressé, je suis face à vous, mais je suis assis. Et puis, pour quelqu'un qui va être un coureur de fond, 90 BPM, par contre, ça pourrait être un effort qui serait plutôt intense. Donc on ne travaille jamais en valeur absolue, on va faire des lignes de base, fréquence de cardiaque au repos, et puis on va regarder le delta, et puis grâce à ça, on va pouvoir faire des interprétations. Mais disons qu'une donnée va toujours être référencée par rapport à une sorte de calibration, mais c'est ça, c'est interprétatif. Second, c'est que c'est contextuel. C'est-à-dire qu'une même mesure va justement prendre différentes significations selon la situation. Donc le fameux delta là, de 40 BPM, assis de manière immobile sur une chaise, c'est pas du tout la même signification que si je suis en train de courir derrière un bus. Sans contexte, on dira que la donnée perd son sens en fait. Bien sûr que quand je suis assis, c'est anormal, alors quand je cours derrière un bus, c'est standard, quoi. Et le troisième point, c'est qu'elles sont normatives. Ça, c'est très important parce qu'en fait, dès qu'on va faire des mesures, surtout des ensembles de mesures, en fait, ce qu'on va produire, c'est des moyennes. Des moyennes, des tendances centrales, et puis, je refais un peu de stats, désolé, et puis, des écarts types et des variabilités. Et ça, c'est ce qui est important à garder en tête, c'est que finalement, on va très, très vite qualifier toutes les valeurs qu'on va observer au travers de ces premières observations, ces ensembles de mesures. Et en fait, on va tout de suite dire, ça c'est une donnée aberrante, ça c'est une donnée qui n'est même pas humaine, ça c'est pas possible d'interpréter, ça c'est anormal, ou là, ah non, ça c'est catastrophique, alors qu'on a en fait des tout petits échantillons qui sont à notre portée. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, en fait, en ergonomie, on mesure pas vraiment, on n'est pas en psychologie ou en neurosciences, on va pas vraiment mesurer l'humain. Ce qu'on mesure, c'est toujours une interaction entre un utilisateur, des outils, une tâche et un contexte donné. C'est ce fameux triangle-là. Et donc, sans cette contextualisation, finalement, les données humaines peuvent devenir trompeuses, voire même dangereuses. Voilà, donc ça fait un peu sens quand on dit qu'on a besoin d'un cadre théorique un peu solide pour pouvoir
donc analysé et que ça justifie l'idée que la Human Data Science, la science des données humaines, ce serait une science à part, plutôt qu'une simple accumulation de capteurs ou d'indicateurs. Donc l'idée, c'est que comment on va pouvoir faire ça? En fait, c'est très simple. Ça a déjà eu lieu des tonnes de fois dans l'histoire des sciences. Voilà, on n'est pas en train de... En fait, par exemple, beaucoup de disciplines ont commencé comme des pratiques avant d'être des sciences. Et notamment, la psychologie ou les neurosciences, c'est des très bons exemples, parce qu'en psychologie, on est passé de l'introspection, qui était très utilisée pour pouvoir découvrir un tas de choses, mais qui, depuis, ça a énormément évolué jusqu'aux sciences expérimentales. En neurosciences, on sait qu'on est parti de la phrénologie et puis jusqu'aux méthodes d'imagerie récentes. Et finalement, aujourd'hui, la question va peut-être se poser justement pour ces sciences, sur la donnée humaine au travail, parce que, disons que heureusement que d'autres penseurs bien plus sages que nous avaient déjà réfléchi à ce qui va pouvoir distinguer d'une science d'une croyance. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que par exemple, Karl Popper nous dit en fait, une discipline ne devient scientifique que lorsqu'elle définit clairement ce qu'elle mesure et surtout quand elle dit ce qu'elle ne peut pas conclure. Et ça, c'est très important parce que, en fait, ce qu'il dit, en gros, c'est que finalement, un énoncé ne sera jamais scientifique s'il n'est pas réfutable. En fait, ça va exclure tout ce qui est paradigme religieux, bien sûr, ou ça va interroger même des promesses contemporaines, là, justement. Celles de futurologues ou des transhumanistes, ceux qui nous disent que cette fameuse singularité technologique, cette fameuse IA générale va devenir omnisciente. On n'est plus du tout dans la science, là. C'est assez clair. Et donc, autrement dit, voilà, une discipline scientifique, finalement, en fait, c'est ça. Elle devient scientifique lorsqu'on accepte volontairement de limiter les promesses qu'elle tient. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est vraiment précisément le tournant qu'on doit opérer, je pense, avec ces données humaines. Et donc, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de ces intuitions, de nos outils de plus en plus puissants, avec toutes ces promesses très très fortes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir donc définir son objet, ses méthodes et puis ses limites. Donc voilà, l'idée c'est ça, et qu'à la fin, ce qu'on obtiendra, ça sera justement des connaissances qui seront discutables, probablement reproductibles, on l'espère, et puis sûrement responsables en tout cas. Et donc finalement, ça serait que les interprétations qu'on a et qu'on tire de ces données ne soient pas seulement vraies dans un sens absolu, mais en fait validables ou falsifiables. Voilà, donc dans ce cadre, moi je propose de définir la Human Data Science en ergonomie comme la science de la production, de la visualisation et de l'interprétation des données humaines dans les systèmes de travail. On n'en a pas encore parlé, mais la visualisation, vous comprenez bien qu'elle tient une place tout à fait centrale dans l'interprétation. En fait, son objet, si on parle des sciences des données humaines au travail, en fait, ça pourrait être justement le travail réel et sa différence avec le travail prescrit. En fait, on va pouvoir le mesurer justement. Et en ergonomie, on adore faire cette distinction, elle est extrêmement importante. Sa finalité, ce ne serait pas une sorte d'optimisation là, aveugle, disons, du travail, ça serait plutôt la transformation en fait, des situations pour les améliorer. Et donc, finalement, ce n'est pas vraiment la data science qu'on va appliquer à l'humain. En fait, c'est plutôt une science de l'interprétation des données et du sens, des limites et des usages qu'on va faire avec ces données-là. Donc en fait, c'est simplement une discipline qui se retrouve au croisement là, entre l'ergonomie du travail, les sciences humaines, les neurosciences, la psychologie, et puis la science des données un peu classique, quoi. Alors, une autre petite remarque, c'est que l'ergonomie, à la différence de l'ergonomie, justement, qu'est-ce qu'elle peut apporter? C'est que l'ergonomie, lui, va analyser le travail réel, alors que la Human Data Science, ce qu'elle vient faire, c'est un prolongement de ça, en essayant de formaliser réellement comment on va pouvoir produire et interpréter les données issues du travail. Donc, la science de données apporte quand même des choses particulièrement puissantes. Donc, par exemple, lorsqu'elle est appliquée au monde du travail, ce qu'on va voir, c'est qu'on va être capable de faire des mesures à très très grande échelle, donc multi-capteurs, multi-utilisateurs, multi-sites. On fait ça, nous, quand on a des espaces de réalité virtuelle, on a des gens entre Toulouse et Marseille qui sont dans le même espace, en fait, ils arrivent à interagir ensemble, c'est assez génial. Mais finalement, il y a d'autres
petits exemples là en tête, c'est que quand parfois on va vouloir créer des intelligences artificielles ou dans lesquelles on va dire qu'on va chercher à faire des modèles d'intelligence conjoints entre l'homme et la machine, en fait là on va utiliser des systèmes un peu vertueux avec des modèles comme le ABA-MABA, je ne sais pas si vous connaissez là, H-A-B-A, M-A-B-A, c'est Human is bad at et Machine is bad at. Et donc grâce à ça, en fait, on va pouvoir faire une allocation de tâches là, entre l'homme et la machine et on va se servir des données humaines pour savoir aussi de quoi l'humain, qu'est-ce qu'il vaudrait mieux donner à l'humain et qu'est-ce qu'il vaudrait mieux donner à la machine. D'autres exemples comme ça, c'est toutes les interfaces adaptatives, bien sûr, dans lesquelles on va essayer, justement, par exemple, nous on fait ça beaucoup chez Human Design Group, c'est d'accroître la fiabilité des systèmes à risque en intégrant des données humaines pour réaliser des opérations de plus en plus complexes, voire essayer d'appliquer des procédures ou des standards dans des théâtres d'opération qui sont de plus en plus divers. Donc vraiment aller un petit peu partout, en aéronautique, transport terrestre, nucléaire, défense, etc. Donc voilà, ce qu'il faut penser, c'est aussi que finalement, ces données-là ne cherchent pas à objectiver le travail. En fait, elles font que n'ouvrir un espace d'interprétation. Et ça, c'est souvent le reproche qu'on nous fait, c'est vous cherchez à tout objectiver, mais non, c'est pas vraiment ça du tout. Et donc, il y a quand même, ça comporte aussi des risques, cet espace d'interprétation, c'est comment on va penser les choses, parce que peuvent des fois avoir des sens qui sont pas du tout ce qu'on pensait, et on le sait qu'après coup. Bien sûr, on va faire un peu de réductionnisme, des fois on va voir un peu par le petit trou, quoi, au lieu de voir l'ensemble. C'est très très difficile de tout savoir. Et puis, on va aussi peut-être d'avoir des problèmes de normativité. On va poser des seuils. Des fois, on va dire ah oui, on a bien fait notre échantillon, on est sûr de nous, mais en fait, non, pas du tout. Donc, c'est ça aussi l'importance d'avoir un cadre méthodologique et scientifique fort pour être capable de se remettre en cause éventuellement. Et alors, là maintenant, je vais vous montrer 3 exemples d'utilisation en fait très très différents, mais qui ont eu lieu cette année, donc dans ma spécialité, dans les projets dans lesquels je suis. Alors chaque cas, c'est pas seulement de la mesure, mais c'est aussi relier les mesures avec des phénomènes complexes, avec de la définition de cadres méthodologiques ou d'interroger la question des normes ou des seuils. Et alors, le premier, c'est donc une étude menée au CHU de Toulouse avec le MEDES notamment et le CNES sur la performance collective en mission spatiale de longue durée. Donc l'idée là, c'était d'outiller des missions pour mieux comprendre comment il pouvait y avoir un lien entre les synchronies spontanées qu'on observe quand les gens sont dans des missions de longue durée. Donc on s'attend à ça pour des spationautes qui vont rester pendant très longtemps ensemble. Et la cohésion du groupe, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance au groupe ou la volonté de vouloir continuer à travailler avec le groupe, et puis la performance collective. En fait, on se demande mais comment ça marche un peu là, ces 3 notions. Et donc, sans rentrer là, dans le détail du modèle théorique, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a fait un protocole dans le DOM, qui est le DOM Sens, qui est en fait SENS, c'est pour simulation environnementale neurosensorielle du CHU de Toulouse, à Purpan, qui est un espace absolument génial. C'est un espace immersif de 140 mètres carrés, dans lequel en fait on a créé des missions analogues martiennes. C'est passé dans les médias à la dépêche et tout parce que c'était un peu particulier. Et donc en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré simultanément finalement des variables physiologiques, comportementales, subjectives comme d'habitude, mais sur donc 8 groupes de 4 participants à chaque fois, dans des contextes différents. Donc ce qu'on a fait, c'est des synchronies, par exemple, forcées, dans lesquelles il y avait un pacemaker qui disait aux gens à quel moment ils devaient être synchro, avec des tâches sinon qui étaient divergentes, convergentes d'abord, où on leur disait pas qu'il fallait faire la tâche ensemble, mais pour y arriver, s'ils étaient ensemble, ils y arrivaient mieux. Et d'autres tâches divergentes dans lesquelles, au contraire, pour y arriver, en fait, il valait mieux que chacun fasse un petit peu sa sauce. Et donc, en faisant ça, on a justement analysé un peu les liens et puis finalement les facteurs de médiation qui se mettent en place dans les groupes. C'est comment on interagit dans le groupe en se disant OK, toi, tu es peut-être un peu comme ça, mais regarde, moi, je vais t'aider, etc., etc. Et ça, c'est extrêmement difficile de mettre en œuvre ce genre de manip. Mais finalement, ça nous apporte énormément dans la compréhension des phénomènes complexes. Et alors, d'autant plus qu'on a pu faire là aussi, c'est pouvoir tester tous nos capteurs dans des situations un petit peu opérationnelles, contrôlées. Bon, alors, on n'était pas du tout fidèle à l'environnement martien, bien sûr. Mais je peux vous dire que quand on déclenchait les explosions, là, en fait, on voyait les rythmes cardiaques qui montaient sans problème. On voyait donc des tremblements dans la voix. On voyait, parce qu'on enregistrait aussi les micros, parce qu'en fait, dans les synchronies, il y a énormément
vocabulaire commun qui commence à apparaître, ou du style du langage qui se met en commun de manière tout à fait spontanée dès qu'on interagit ensemble. Et donc voilà, donc tous ces signaux, en fait, ça nous a permis de comprendre donc, ces liens, et que, bon, là, les analyses sont encore en cours parce que ça a eu lieu entre le mois d'octobre et le mois de décembre, et donc voilà, mais ça illustre un petit peu le cœur de la démarche, c'est-à-dire mesurer à la fois finement, mais aussi contextualiser fortement pour pouvoir interpréter prudemment. Voilà, donc c'est un travail avec Federico Nemi, Madison Diamond, Emma Chabani, Charles Permet, Gilles Devreux, Charlie Madier, ça c'est pour Human Design Group. On avait aussi Laure Boyer, Jessica Studer, Rebecca Billet de Villemur et Audrey Berthier pour le MEDES. On avait David Soul, et, Vanessa House pour le CHU, Grégory Navarro, Alexis Paillet pour le CNES, et puis beaucoup d'autres, hein, comme Estef Violet, Laura, Ambroise, Roxane, Baptiste, enfin j'en oublie, qui ont participé à cette belle aventure. Alors le deuxième exemple, je sais que le temps passe, ça va être la cybersickness. C'est un phénomène qu'on étudie beaucoup. En fait, la cybersickness, c'est une forme de cinétose qui apparaît, c'est-à-dire c'est un malaise lié au mouvement, mais qui apparaît lors de l'utilisation des casques de réalité virtuelle. Ici, ce qu'on a, c'est que en fait, le cybersickness peut apparaître même en l'absence de mouvement réel, c'est-à-dire lorsque le contenu visuel va énormément changer. Et on va distinguer 3 classes de symptômes. Ça va être donc les symptômes digestifs, qui peuvent aller de la simple conscience de l'estomac jusqu'au vomissement. Et puis, on a aussi des symptômes oculaires qui vont de la légère tension, de la fatigue oculaire jusqu'à la vision double, ou des symptômes posturaux qui commencent avec des sensations de vertige et qui peuvent aller jusqu'à même la perte de conscience. Donc en fait, l'idée, c'est quelles seraient les contre-mesures qu'on pourrait mettre en place pour limiter leur impact. Et ce qu'on voit, c'est finalement le temps d'exposition, tout simplement, et la quantité de mouvement qu'on va avoir dans l'espace virtuel. Et là, dans ce sens, nous, ce qu'on a développé, c'est une méthode de diagnostic un peu complète, dans lequel, en fait, on va regarder à la fois le contenu de la scène, on va regarder tous les mouvements, on va inclure les différents niveaux de maturité des technologies qu'on a dans la scène, et aussi le profil des utilisateurs, voire même juste les compétences du chef de projet vis-à-vis des risques encourus lorsqu'ils mettent en place leurs expériences. Tout ça concourt en fait à une analyse du risque, et finalement, ok, même si le phénomène est bien connu, en fait, il n'est pas encore très bien expliqué, et ce qu'on rajoute là en plus, c'est de pouvoir développer des indicateurs un peu prédictifs pour essayer de voir comment on peut, avant l'apparition des symptômes, essayer de ralentir le niveau, ou au contraire dire, bon, là, ça va, tu peux continuer, etc. Et ça, c'est pas évident, mais vous imaginez bien, donc il y a des grands travaux en cours en laboratoire, avec un partenariat, notamment avec Airbus, financé par la Direction générale de l'aviation civile. Et donc, c'est en collaboration avec Anne-Claire Corlé, Iran Zhang, et puis Romain Chauvignon pour Airbus. La troisième chose dont je voulais vous parler, je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps, 5 minutes, ça va, c'est la charge de travail. Donc, parce que c'est un phénomène qui est extrêmement utilisé aussi en ergonomie, et notamment son évaluation. Alors justement, parfois, on ne peut pas toujours mettre des capteurs partout, et on ne peut pas toujours récupérer toute la data qu'on veut, en particulier quand on est dans des situations opérationnelles. Donc ici, l'idée, c'était un souci plutôt d'ordre méthodologique. Donc ça, c'est encore un travail qu'on a fait cette année, qui était... Comment, en fait, on se disait que les paradigmes d'évaluation de la charge de travail, il y en a beaucoup, mais il y en a un qui s'appelle la MATB, qui est une tâche qui a été développée pour les pilotes commerciaux. Et en fait, on se disait, mais est-ce qu'elle est utilisable dans un autre contexte, comme par exemple le contrôle aérien ? Et donc là, finalement, ce qu'on a pensé, c'était que, bon, ok, il y avait des situations qui étaient un peu similaires, on a des gens qui sont face à des dispositifs avec des hauts degrés d'automatisme, mais en fait, c'est peut-être pas du tout les bonnes compétences qu'on est en train de mesurer quand on regarde leur charge de travail. Et donc, une valeur de charge de travail pour un pilote, c'est peut-être pas tout à fait la même que celle du contrôleur. Et l'idée, c'est qu'en fait, en gros, on a voulu construire un cadre méthodologique pour avoir une sorte de mesure de l'évaluation de la charge de travail multimétier. Et pour ça, c'est très simple, on s'est dit qu'on allait partir des habiletés cognitives des opérateurs au départ, parce qu'elles peuvent être en fait complètement différentes d'un métier à un autre, et qu'elles peuvent être décuplées aussi par l'expérience de travail. Et donc, c'est d'abord de sélectionner les bonnes habiletés cognitives, ensuite de créer des batteries de tâches qui répondent à ces habiletés de manière spécifique, pour en faire des tâches de calibration. Parce que ce qui se passe avec la charge de travail, il y a beaucoup de problèmes avec la charge de travail, mais un des problèmes qu'il peut y avoir, c'est qu'en fait, on est extrêmement mauvais pour s'auto-évaluer, et encore plus de manière absolue.
déjà, la charge de travail, elle nous est complètement invisible tant qu'elle est optimale. En fait, on ne peut la voir que quand elle est soit en sous-charge ou en surcharge. Mais aussi, les deux dimensions principales, ça va être nos compétences à la tâche ou la difficulté de la tâche. Et si je vous demande de manière absolue d'évaluer une difficulté de tâche, vous n'allez pas y arriver. Ou pareil, si je vous demande de vous évaluer vous-même, c'est pas terrible. En général, on demande à quelqu'un d'autre de vous évaluer. Et donc, c'est finalement ça qui fait que quand on cherche à décrire justement ce qui s'est passé dans une tâche de manière un peu absolue, on n'y arrive pas. Par contre, si je vous fais passer la même tâche avec 3 niveaux de difficulté, là, c'est super fastoche. Vous savez parfaitement décrire que la tâche facile, là, elle est beaucoup plus facile que la moyenne et que la difficile. Donc c'est ça l'idée, c'est de pouvoir travailler en relatif et donc de faire passer des tâches de calibration avant les tâches opérationnelles pour pouvoir non pas s'évaluer de manière absolue, mais s'évaluer de manière relative à des niveaux connus précédemment. Donc ça coûte pas cher, il n'y a pas de capteur, donc ça nous a permis finalement d'augmenter le niveau diagnostic. Mais la donnée, elle est directe, c'est-à-dire que le résultat, c'est des verbalisations. On va faire des débriefings et au lieu de s'exprimer de manière un peu absolue hors sol, ils vont s'exprimer de manière relative avec des niveaux. Ils vont pouvoir préciser finalement quelles étaient les compétences cognitives qui étaient en jeu quand ils ont eu des difficultés et peut-être justement aider à créer des bonnes recommandations. Voilà. Donc ça a très bien marché et on a donc ce nouveau logiciel qu'on a développé pour le contrôle aérien avec ces habilités cognitives qu'on a sélectionnées pour eux. Et ils n'étaient pas trop mécontents, mais on n'a pas fini les expérimentations encore. Où on voudrait croiser, ce qu'on voudrait faire, c'est de faire passer des pilotes avec la tâche de contrôle aérien sur des tâches, et puis l'inverse, et voir si ça fonctionne, mais bon, c'est pas fini. Le travail, donc, c'était réalisé avec Margot Chaput, Damien Moratti et Jean-Paul Imbert du côté ENAC, et puis Valérie Nins et Chiara Nistico côté DTI, DSNA, et Morgan Sanchez et Elodie Barbeau aussi côté Human Design Group qui nous ont aidés à développer toute cette batterie de tâches de contrôle aérien. Voilà, donc tout ça, c'est pour conclure qu'en fait, quel que soit le contexte, la Human Data Science, elle va reposer sur, disons, une même exigence scientifique et surtout sur un domaine d'applicabilité qui est hyper vaste, avec des problématiques qui sont assez similaires en dessous, qui sont toujours les variabilités, l'interprétabilité et la normativité. Et en conclusion, donc, là, je me tourne vers vous, ceux qui sont étudiants en master d'ergonomie, parce que clairement, aujourd'hui, à l'heure des nouvelles données massives et puis de l'IA, le rôle des ergonomes devient central. Finalement, comment va être l'ergonomie de demain ? On peut assez bien se dire qu'il va falloir visualiser, il va falloir interpréter, il va falloir contextualiser et il va falloir donner du sens. Et donc, bien sûr aussi, peut-être réguler, notamment les collectes, les traitements et les automatismes qui vont être mis en œuvre. Donc, voilà, on peut dire des choses du genre, sans ergonomie, la science des données, elle peut être dangereuse, mais inversement, sans cadre d'interprétation des données, l'ergonomie, elle peut être aveugle. Nous, on s'en sert dans du développement de produits, donc on va faire passer des étapes de maturité grâce à cette science de données. Mais voilà, c'est pas simplement une discipline de plus, finalement, c'est un cadre scientifique, finalement, pour produire et interpréter les données humaines dans les systèmes complexes. Et à mesure que les systèmes deviennent plus prédictifs et plus autonomes, finalement, la question, c'est pas est-ce qu'on peut mesurer, mais ça va être plutôt qu'est-ce qu'on doit mesurer et pour interpréter et automatiser de manière intelligente, sûre et responsable. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être ici. Je suis un ancien élève du master qui avait un autre nom, mais voilà, ça me fait plaisir de revenir. Vous avez un très beau campus qui n'était pas le même à mon époque. Mais voilà, l'idée c'est de vous parler. Je n'ai pas bougé loin parce que je suis enseignant-chercheur et professeur à l'ISEE Super-Héros, qui est une grande école d'ingénieurs. Et je dirige un laboratoire pour vous donner du contexte. On est une vingtaine de personnes avec un background en IA, en neurosciences, en facteurs humains. Et on a aussi monté une start-up que peut-être certaines d'entre vous connaissez, qui s'appelle Infact, qui a pareil 25 employés. On développe des solutions pour optimiser le training des pilotes. Mais là, l'idée, c'est de vous parler aujourd'hui, ce soir, de comment on peut utiliser les neurosciences pour des problématiques d'ergonomie.
Et afin d'entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par une vidéo que peut-être certains d'entre vous, certaines connaissent. Donc, vous avez une alarme qui sonne, ça fait 2 minutes qu'elle sonne, vous avez 2 pilotes, et elle sonne véritablement comme ça dans le cockpit, donc il n'y a aucun moyen de l'ignorer. L'alarme est modulée. Et ce qui se passe, c'est que les 2 pilotes ont oublié de sortir le train d'atterrissage en dépit de l'alarme. Et ils ont pensé que l'alarme n'avait pas sonné, et c'est en réécoutant la vidéo, parce qu'il y a un caméraman, qu'ils se sont rendus compte que l'alarme avait véritablement sonné. Donc on peut critiquer effectivement le design de l'alarme parce que le son est continu, on n'a pas des pilotes professionnels, le caméraman n'est pas non plus pilote. Et du coup, pour essayer de comprendre ces phénomènes, les contrer, une approche classique, c'est celle que vous connaissez, de facteurs humains et d'ergonomie, qui est intéressante dans la mesure où on va placer des opérateurs, par exemple des pilotes, dans un simulateur de vol, donc dans des conditions relativement écologiques, réalistes, et on va collecter, comme l'évoquait David, des données subjectives, comme votre niveau de charge mentale, de charge de fatigue, etc. On peut demander aux participants, aux participantes combien d'alarmes ils pensent ou elles pensent avoir manqué. On peut collecter par l'ergonomie aussi des données objectives, le temps qu'on a mis pour appuyer sur le bouton. Et c'est un peu l'approche qu'on a essayé pour répliquer en laboratoire cette expérience. Donc on a essayé de faire le coup de la panne en simulateur de vol. Et l'idée, c'est que quand vous sortez le train d'atterrissage, vous avez 3 trains, vous avez 3 lumières rouges pour montrer qu'il est sorti. Et après, vous avez 3 lumières vertes qui signifient que le train est verrouillé. Et nous, on a simulé une panne du train avant qui n'était pas verrouillé, donc le pilote doit remettre les gaz. On envoie une alarme classique, et afin de distraire le pilote et espérer qu'il ne l'entende pas, on a fait un tour de prestidigitateur d'une certaine manière, c'est que donc on est en simulateur sur vérin dans une cabine qui bouge, et il se prend un cisaillement de vent. Le cisaillement de vent, c'est un peu comme quand vous doublez un camion, vous êtes aspiré, et après vous êtes rejeté. Là, en aéronautique, là, vous êtes projeté vers le sol, donc la cabine, elle tombe, et on fait sonner l'alarme en même temps. Donc on espère, par ce tour de passe-passe, focaliser le pilote sur la vitesse, l'énergie, son altitude, et qu'il ignore l'alarme. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc c'est une vue de l'eye tracking. La croix rouge, c'est là où regarde le pilote. Donc vous avez l'alarme qui sonne. Visuellement, il a aussi une alarme visuelle, et on voit que son regard est très tunnelisé vers la piste. Il veut absolument se poser. Il surveille son énergie, sa vitesse. Et puis, on ne voyait pas très bien, mais il y a la piste devant lui, donc il est fasciné par la destination, la piste. Je remets le son. À aucun moment, il regarde la panne. D'accord ? Et là, il se pose train rentrée. Et on a eu, si vous voulez, 70% des pilotes qui n'ont pas répondu à l'alarme, des pilotes assez expérimentés. Et donc, si on réfléchit sur cette approche qui est très intéressante, on met des personnes dans des environnements écologiques, même si c'est gênant pour l'aéronautique. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on met des gens dans des environnements réalistes, mais en revanche, cette approche néglige complètement le cerveau. Et ce que je trouve dommageable, on est très subjectif, on néglige le cerveau, alors que c'est le cerveau qui est le coupable principal si on n'entend pas l'alarme. Et si on pouvait critiquer l'alarme précédente parce qu'elle est continue, elle sait qu'elle n'est pas ergonomique, je montrais un événement aérien récent. Donc vous avez là l'image véritable du cockpit, ils sont en train de se poser. Alors c'est des pistes type porte-avions. Vous avez en Asie, c'est des pistes qui sont construites au-dessus du Pacifique. Et donc l'atterrissage est compliqué, il ne faut pas sortir de piste. Et là vous avez en 3D la reconstruction de l'approche. Et ils tombent dans une cellule orageuse, donc ils mettent les essuie-glaces, parce qu'ils ne voient plus devant, ils perdent la piste. Et ils sont fascinés pour retrouver la piste. Ils ont une première alarme, deuxième alarme, troisième, quatrième. Vous allez voir. Et donc il y a eu 15 alarmes, plus de 15 alarmes qui leur disent de remettre les gaz, qui vont ignorer. Ils vont se poser avant la piste avec un passager décédé parce que la personne ne s'est pas attachée, le traumatisme et la perte de l'aéronef. Donc là, l'ergonomie peut être limitée pour expliquer comment des pilotes professionnels, des alarmes qui parlent extrêmement ergonomiques, du visuel, comment le cerveau de professionnels peuvent sélectionner, peuvent trier, survoler, peuvent passer à travers cela. Donc une autre approche intéressante, c'est de dire, tiens, il y a les neurosciences, c'est un peu aussi mon background, il y a de l'IRM, vous avez
On peut mesurer très bien le cerveau. Et on a une très bonne compréhension maintenant de ce qui se passe quand vous traitez du visuel et de l'auditif. On connaît les réseaux, on les a identifiés, on sait d'une certaine manière lire dedans. Mais vous avez compris que là, nos participantes, elles sont harnachées, elles ne peuvent pas bouger. Donc si on a une très bonne mesure du cerveau, en revanche, la situation n'est pas du tout écologique, pas représentative de ce que vit un opérateur, une opératrice sur le terrain. Et j'aime beaucoup cette phrase d'un de nos participants qui dit finalement, vos expériences, c'est chiant à mourir. Tout ce que vous enregistrez dans votre expérience, c'est quand je m'ennuie ou quand je suis en train de m'endormir. D'accord ? Et ça fait du sens. On se pose la question, quand je mets des gens dans une IRM qui écoutent des bips et des boups pendant 2 heures, est-ce que vraiment je mesure le cerveau ? Et du coup, on a un professeur américain qui s'appelle, malheureusement décédé, professeur Parashuraman, qui fait cette proposition, la neuroergonomie en 98. Il dit, tiens, pourquoi on ne pourrait pas mettre ensemble cette neuroscience qui ne s'intéresse pas à l'esprit avec cette ergonomie qui ne s'intéresse pas au cerveau, dans ce qu'il appelle la neuroergonomie, et qui va définir comme la mesure du cerveau au travail dans la vie de tous les jours. Et cette proposition, elle est possible parce que maintenant vous êtes familier, il y a de plus en plus de capteurs portables, on peut mesurer les mouvements oculaires dans des lunettes, on peut utiliser la VR, on peut mettre des électrodes dans un casque audio, dans un casque de pilote, on peut même mettre des électrodes à l'intérieur d'AirPods, par exemple, autour des oreilles, on a du signal cérébral, et on se dit qu'on ne va pas tellement perturber l'activité de l'opérateur qu'on est en train d'observer. Cette neuroergonomie, moi je vais vous embêter avec l'aéronautique parce que c'est l'ADN de mon labo, de Super Héros et puis de la région, mais aussi ça a été appliqué dans de nombreuses situations opérationnelles, le chirurgien qui fait face à du stress, à la charge mentale, optimiser la performance des athlètes, la conduite automobile, voilà, même la musique, on en parlera un petit peu. Mais voilà, en tout cas, cette proposition, elle peut s'appliquer partout. Et nous, néanmoins, ce qu'on a fait, comme si on parle un peu de méthodo, et je vais vous l'illustrer, c'est de dire on va quand même néanmoins commencer par des outils fondamentaux des neurosciences pour progressivement s'en éloigner, aller vers des situations de plus en plus écologiques, réalistes, jusque par exemple un avion ou en dehors du laboratoire, et avec des capteurs de plus en plus portables, de moins en moins intrusifs. Chaque situation, chaque capteur a ses avantages, ses limites, mais c'est quand on va corréler toutes ces données qu'on a une bonne compréhension de pourquoi un pilote n'entend pas les alarmes et qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser le design des alarmes. Donc je vais vous illustrer une première manip qu'on a faite en IRM. Alors, on est allé au Japon avec un collègue américain qui est chercheur aussi associé à mon labo. Donc on a mis les pauvres pilotes japonais la tête dans l'IRM, pas très rigolo, et la main à l'extérieur qui opère le joystick. Et on leur a fait faire le Red Bull Race, vous connaissez peut-être. On vole à basse altitude, il faut passer soit elle à plat et elle en tranche. Alors, donc il y a un pilotage très pointilleux, et vous entendez peut-être de temps en temps des alarmes qu'il faut acquitter en appuyant sur la gâchette. Et dans notre expérience, on a réussi à faire louper 35% des alarmes au pilote. Ça ne va pas vous rassurer tout cela, mais toujours est-il que nous, en tant que chercheurs, on est super contents parce qu'on a des images de cerveau qui entendent des alarmes, des images de cerveau qui n'entendent pas les alarmes. Et on va faire un truc comme les enfants, on met les images les unes sur les autres et on regarde les différences. Et vous voyez, ça c'est l'arrière du cerveau, ça c'est l'avant du cerveau, et on voit ces zones rouges qui s'activent quand les pilotes loupent les alarmes, ou notamment quand ils sont concentrés, quand ils passent entre les gates. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'on sait que ces régions cérébrales, peu importe leur nom, elles sont liées à un goulet d'étranglement attentionnel. C'est-à-dire que, situation classique, il y a à Noël, vous étiez en vacances, vous êtes en voiture avec la famille, les amis, vous êtes saisi par la beauté du paysage, il y a plein de poésie, vous regardez tout ce qui se passe, et tout d'un coup, il y a une voiture qui pile devant vous. Là, la poésie s'effondre, et vous allez regarder uniquement la voiture devant vous, l'animal, pour faire l'anticollision. Et c'est vraiment ce à quoi sert ce goulet d'étranglement attentionnel. Mais le cerveau, ce ne sont pas que des zones qui s'allument, c'est surtout un réseau. Donc c'est des aires qui vont synchroniser, qui vont travailler entre elles. Et donc on peut faire des analyses un peu avancées en IA. Et tout ça pour dire que quand on a vu qu'en faisant ce genre d'analyse, quand ce goulet d'étranglement attentionnel s'active, en retour, on a vu qu'il venait éteindre cette zone-là. Et cette zone-là, je vous la donne dans le mille, c'est le cortex auditif. D'accord ? Donc stress, goulet d'étranglement, et on vient délester des aires cérébrales comme le cortex auditif. Et donc on devient fonctionnellement sourd pendant 1, 2, 3 secondes, 2 minutes, 3 minutes. Donc en gros, quelle que soit l'alarme, vous avez des chances de la louper. Alors l'IRM, c'est très sympa parce que ça vous dit où ça se passe, comment ça se passe, mais ça ne vous dit pas à quel moment ça se passe. Et pour nous, c'est important. Et aussi, on voulait montrer que ça pouvait se produire, on pouvait étudier ça en situation plus écologique. Donc on a mis les pilotes dans un simulateur de vol, notre simulateur de vol,
J'ai utilisé ma petite machine à fumer, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de la fumée. Ma petite machine à fumer de soirée, là, je l'ai mise dans le simulateur. Donc on simule un feu cabine, ça bouge dans tous les sens. Vous voyez, le pauvre pilote, là, il a plein de fumée. Et il doit acquitter des alarmes. Et là ce n'est pas 35% des alarmes qui ont été manquées, c'est 58%. D'accord ? Et on a utilisé l'électroencéphalographie, qui va mesurer l'activité électrique du cerveau. Et ça nous permet de répondre à une question de temporalité. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est pour savoir en fait ce que c'est un phénomène conscient ou un phénomène inconscient. Est-ce que c'est moi qui décide de ne pas entendre l'alarme ou est-ce que c'est mon cerveau qui me joue un tour? Et si je tape dans mes mains, en 100 millisecondes, ça va rentrer dans le cortex auditif. Et 300 millisecondes après, vous allez dire « Ah, il a tapé dans ses mains, je suis conscient, je peux le verbaliser, etc. » Et ça, ici, vous avez le moment où l'alarme a tapé, en 0, le temps en millisecondes. En bleu, c'est la réponse du cerveau à l'alarme. Et en rouge, c'est la réponse, ou plutôt l'absence de réponse du cerveau aux alarmes. Peu importe, ce qui se passe, c'est qu'on voit que dès 100 millisecondes, voilà, le cerveau commence à éteindre le cortex auditif. Et donc, ça veut dire que c'est un mécanisme inconscient automatique. Et la porte de la conscience qui s'ouvre ici, elle est complètement fermée. Donc le pilote, ça ne rentre pas dans l'oreille, et du coup, ça n'accède pas à la conscience. Et je vous donnais un exemple. À l'époque, j'aimais beaucoup le foot, maintenant je me suis soigné, mais j'étais sur le périph', et franchement, les Toulousains, vous conduisez comme des bourrins, et j'étais en train de savoir si mon équipe avait gagné le match ou pas. D'accord ? Et tout d'un coup, il y a un énorme accident devant moi sur le périph', donc j'arrive à sauver ma peau, personne n'est blessé, etc. Je m'en sors, mais je ne sais pas si mon équipe de foot a gagné. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'était une information très pertinente pour moi, mais mon cerveau a décidé de la filtrer. D'accord ? Et si ça fait du sens, parce qu'on s'en fiche du football, ça peut être gênant dans des situations opérationnelles, comme comme opérer un avion, un train, une centrale nucléaire, etc. Et donc, dernière situation expérimentale, on s'est mis en conditions réelles de vol. Dans mon université, à l'ISAE, on opère des avions. Et aussi, si on veut pousser ces neurotechnologies en dehors du laboratoire, il faut avoir des outils, on va dire, ergonomiques. Et quand on est dans le laboratoire, je ne sais pas si vous avez fait des expériences en EEG, on vous met du gel, c'est poisseux, il faut se laver les cheveux, c'est vraiment très désagréable. Et aucun pilote, ni vous ni moi, n'accepterions, avant de conduire ma voiture, de mettre un gel. Et donc, il y a des technologies avec des électrodes sèches qui peuvent être intégrées dans un casque, qui sont très prometteuses, mais en revanche, le signal cérébral est de mauvaise qualité. On ne peut pas gagner à chaque fois. Mais tout ça pour vous dire qu'on a mis nos pilotes dans notre avion, qui est entièrement instrumenté. On a le light tracking dans l'avion, qui est intégré de manière non intrusive. Je suis le backseater, je suis à l'arrière. J'ai mon participant et on a un safety pilot. Et tout ça est validé par l'EASA et la DGAC. Et donc là, l'instructeur va mettre de la charge de travail au pilote. Vous voyez qu'on peut mesurer le signal cérébral en temps réel. On a beaucoup de bruit dans le signal électroencéphalographique. On arrive à le nettoyer. Le pilote entend une alarme, il appuie dessus. C'est des belles images. Et c'est bien pour avoir des fonds. Et puis vous avez voyé un atterrissage avec le fameux vent d'OTAN, ça swing dans le cockpit. Et c'est ce qui m'intéresse parce que là, on est dans une situation réaliste, très stressante, et où le pilote va louper plein d'alarmes. Et je vais avoir du vrai stress. Donc des choses qu'on fait à partir de ça, c'est qu'on va développer des neurotechnologies, des interfaces cerveau-machine, j'en reparlerai après, où en temps réel, ce qu'on essaye de faire, c'est pas prédire que le pilote sera capable ou pas capable d'entendre une alarme. Et on arrive à 3 secondes à l'avance, en mesurant le cerveau, en temps réel, à dire, tiens, le pilote, il va entendre ou il ne va pas entendre l'alarme. Et on a des algos d'IA, vous allez voir après, qui votent, qui disent, tiens, le pilote, s'il y avait une alarme dans 3 secondes, il ne pourrait pas y répondre. Une alarme auditive, c'est, vous voyez, l'IA qui décide. Et du coup, ça ouvre des perspectives intéressantes qui font écho avec ce que tu disais sur l'idée d'un cockpit adaptatif qui ferait une modalité visuelle, une modalité tactile, reprendrait la main. Si vous voulez, l'idée, c'est un peu comme dans une voiture, quand vous avez votre conducteur ou votre conductrice qui s'endort, vous n'allez pas lui hurler dessus, vous allez peut-être taper sur l'épaule, prendre le volant. Si votre conducteur ne voit pas une personne qui traverse la route, là, vous allez crier, vous allez montrer du doigt. Vous êtes intelligent, vous adaptez. Dans un cockpit, quand ça va mal, ça crie. Alors, c'est comme en famille, ça ne marche pas très bien, ça soulage, mais ça ne marche pas très bien. Et dans l'avion, c'est la même chose. Donc l'idée, c'est d'avoir des solutions de cockpit adaptatif. Mais truc marrant qu'on a trouvé aussi, et après j'arrête quasiment de vous embêter avec les neurosciences, mais c'est qu'on s'est rendu compte que quand les pilotes loupaient les alarmes, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, c'est aussi un orchestre.
quand les zones cérébrales veulent travailler ensemble, elles se synchronisent. Et un orchestre, on va écouter de la musique, on aime bien la symphonie, on n'aime pas la cacophonie. Et les aires cérébrales, elles vont se synchroniser avec, comme l'équivalent d'un conducteur en anglais, c'est un chef d'orchestre qui tape la mesure. Vous avez les violons qui vont jouer peut-être 4 fois plus vite que les hautbois, mais tout le monde est synchronisé. Le cerveau, c'est pareil, chacun sa fréquence, mais on va se synchroniser. Et on a vu que quand le cortex auditif, qui est ici, vous êtes des experts maintenant, loupait les alarmes, il oscillait à basse fréquence. Peu importe la fréquence, et que quand il était bon, il oscillait à 40 Hz. Donc haute fréquence, et on sait que c'est l'intégration de l'information qui se fait 40 fois par seconde dans le cerveau. Et donc on s'est dit, mais c'est super, parce que est-ce qu'on ne pourrait pas mettre du 40 Hz dans nos alarmes, pour forcer le cerveau à se synchroniser sur les alarmes. Et c'est une thèse avec Florine Ridinger, qui est une ancienne élève de chez vous aussi également, et on a été financé par Airbus. Et on était hyper contents avec notre idée de 40 Hz, mais en fait, la nature, elle a déjà inventé le truc avant nous. Ça s'appelle la rugosité auditive. Donc un son pur, c'est A, et un son rugueux, c'est A. Je fais très mal, mais vous voyez, l'idée, c'est quelque chose qui est chevrotant. Et la nature l'a tellement bien inventé que vous connaissez ça. C'est une modulation rugueuse à 40 Hz. D'accord ? Pourquoi il fait ça, le petit criquet ? C'est pour l'amour. C'est pour attirer une femelle, parce qu'il ne fait pas beaucoup de bruit, ce pauvre animal. Donc pour attirer sa femelle, alors ne le faites pas à la maison, ça ne va pas marcher ce soir, mais 40 Hz, ça va synchroniser le cerveau de la femelle. D'accord ? Et puis c'est un beau 40 Hz, ça va être pas mal. Pour les parents ou les futurs parents, vous penserez à moi, un enfant, quand il est petit, il ne peut pas crier fort. Et du coup, il se met à avoir sa voix chevrotante, comme ça, et c'est à 40 Hz. Et le chercheur qui a découvert ça dit que c'est vraiment du hacking du cerveau de parents. Vous ne pouvez pas ignorer le son de votre enfant parce qu'il va mettre votre cerveau en résonance. Et puis vous voyez que si on envoie un son à 40 Hz normal, le cortex auditif s'active. Et puis si on met un son rugueux, là c'est tout le cerveau qui s'embrase. Donc on va vraiment toucher le cerveau et l'amener à ne pas l'ignorer. Et donc on a fait des premières manips avec Airbus. Tu évoquais la MATB qui est une tâche de sélection de pilotes. Il faut faire plein de trucs en même temps, vraiment très très difficile. Et ils avaient en plus à répondre à des alarmes normales ou des alarmes rugueuses. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'ils loupaient beaucoup moins d'alarmes avec les alarmes rugueuses et qu'ils étaient aussi beaucoup plus rapides. Et en plus, ils étaient meilleurs à la MATB. Donc là, on a gagné. Et c'est vraiment l'idée de vous montrer que cette démarche de neuroergo, elle est très sympa parce que on peut comprendre ce qui se passe dans le cerveau et on peut aller jusqu'à l'intervention. Un autre sujet que je voulais aborder, c'est cette notion qui a été évoquée aussi de synchronisation. Et le travail en groupe, c'est important et ça repose sur une bonne synchronisation, notamment dans le cas qui nous intéresse, des pilotes et copilotes. Il y a des travaux assez fondamentaux qui ont montré que dans la relation mère-enfant, par exemple, dans les couples d'amoureux, dans les groupes d'amis, quand les gens on a cette expression française qui dit « je me sens en phase avec toi », en fait, vos cerveaux vont se synchroniser. On ne comprend pas tout, mais il y a cette synchronie cérébrale qui s'opère. Et là, je parle, et si je mesurais vos cerveaux, il y a de fortes chances que vos cerveaux soient synchronisés sur le mien. Et en plus, on peut deviner que c'est moi le leader, entre guillemets, et vous les followers, parce que c'est moi qui parle, vous m'écoutez, et donc mes signaux cérébraux vont précéder les vôtres. Vous allez avoir la même empreinte cérébrale que la mienne, mais avec du retard. Et ça a été montré dans plein de choses, des musiciens qui jouent ensemble, la synchronie qui apparaît, un musicien et sa foule, la foule va se mettre en synchronie. On a ces moments très forts dans un concert, les cerveaux vont synchroniser. Et nous, on voulait montrer aussi que ça se passait bien dans le cas du cockpit. Et on a repris cette fameuse MATB, où le commandant de bord gérait les parties hautes. Le copilote, comme dans un Airbus où on a une recopie des écrans, le copilote faisait la partie basse. Et il y a des situations où ils avaient le droit de collaborer, de s'aider, c'est-à-dire que moi, commandant de bord, j'oublie quelque chose, et toi, tu me dis, tiens, tu n'as pas fait ça, tu le fais pour moi. Et dans d'autres cas, on n'avait pas le droit, je vois que tu es dans la panade, et je n'ai pas le droit de t'aider. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble. D'accord, voilà à quoi ça ressemblait. Et on a aussi mesuré le petit cœur de nos participants. Et ce qui est assez joli, c'est que donc on a regardé quand ton cœur battait, le mien battait, et on comptait le nombre de fois où nos cœurs battaient en même temps. Et ce qu'on a pu voir par cette méthode assez simple, c'est que quand les gens collaboraient, les cœurs se synchronisaient. On ne comprend pas trop. Et d'un point de vue cérébral, là, quand on tire, c'est pas une toile d'araignée, quand on tire un trait, c'est que nos cerveaux sont synchrones. D'accord ? Et on s'est dit, peut-être parce que je vois que tu es stressé, je ressens ton stress, etc., j'entends ta voix, etc. Donc, je passe rapidement, on a fait une autre manip, on a mis un contrôleur aérien dans une salle, un pilote dans une autre salle. Il textait pour ne pas entendre les voix, pour pas qu'il y ait d'indices. Ils ne pouvaient pas se voir. Et malgré tout, on avait ces synchronies cardiaques
et cérébrale qui se produisait. Parce que voilà, le pilote, le copilote essaye de deviner ce que fait son allié, son copain, et essaye d'anticiper, et c'est probablement comme ça que s'opèrent les synchronies. Et juste, je voulais finir rapidement sur le futur aussi de l'ergonomie, du cockpit, c'est ce qu'on appelle les interfaces cerveau-machine, que j'ai évoqué tout à l'heure avec cette idée qu'on peut monitorer le cerveau du pilote, prédire s'il entend les alarmes ou pas. Et vous avez deux technos, une qui dit active, qui est faite pour une personne paralysée, par exemple, ce qu'elle peut par la pensée interagir avec son siège roulant, mais qui peut être intéressant pour un opérateur, parce que par la pensée, parce que j'ai mes mains occupées, je ne pourrais pas déclencher une action dans mon avion, sur ma station de contrôle. Et passif, c'est tout ce qui permet à un pilote, c'est tout ce qui me permet de dire, je détecte que vous êtes fatigué, et je vais adapter l'interaction en fonction de votre niveau de fatigue, de charge mentale. Alors, pas trop le temps de vous expliquer le truc, mais on a développé des technos, vous allez voir, où avec juste quelques électrodes, une calibration d'un algorithme d'IA qui apprend, qui dure 30 secondes. Donc on va venir flasher le cerveau du pilote. Alors, on s'est inspiré de travaux existants, et la calibration est en train de se faire pendant 30 secondes. Et donc on apprend les réponses du cerveau de cet opérateur, et vous allez voir qu'il va taper sans ses mains. Donc il doit taper la séquence, c'est un digicode, 6652, entre guillemets par la pensée, il ne se sert pas de ses mains, et vous allez voir qu'il va pouvoir, voilà, en se concentrant, taper des chiffres. Et donc on voit le potentiel, on est en train de tester ça dans le cockpit, si on peut, par la pensée, sortir son train d'atterrissage, faire ce genre de choses. Et aussi on l'a appliqué à des situations comme la VR, parce que dans le VR c'est difficile d'interagir avec ses mains. Et là, alors c'est un vieux prototype, maintenant ça marche mieux, vous voyez le jeu auquel il ne faut jamais jouer là sur les marchés, vous avez une balle qui se cache quelque part, donc la balle va être ici à gauche, et entre guillemets, sans se servir de ses mains, par la pensée, elle va pouvoir dégager, lever la balle. Alors c'est un peu lent, mais maintenant on a amélioré, voilà. Et uniquement, voilà, on va décoder son activité neuronale et lui permettre de faire ce genre de choses. Je vous propose d'en finir. Voilà. Et du coup, on est en train d'appliquer ça sur le cockpit pour permettre au pilote d'interagir par la pensée, d'offrir de nouvelles capacités d'interaction. Et pour la boucle est bouclée, je vais parler de médical. Donc ces technos aussi, elles sont hyper intéressantes. On travaille beaucoup avec le CHU parce que vous avez des patients qui sont dans le coma. Et la nouvelle, c'est que 25% des gens qui sont dans le coma, en fait, sont pleinement conscients comme vous et moi. Et comment on les a détectés ? On les a détectés en les mettant dans des IRM. Et on leur a dit, pense que tu joues au tennis. Et on voit les aires motrices qui s'activent. Pense que tu navigues chez toi. On voit les aires de la navigation spatiale qui s'activent. Le problème, c'est qu'aller dans une IRM, ça coûte très cher. C'est coûteux, c'est dangereux pour un patient qui est intubé. Et donc l'idée, c'est d'utiliser aussi toutes nos neurotechnologies, c'est faire l'ergonomie, amener tout le laboratoire au chevet du patient pour détecter ce genre d'état dégradé, qui font écho finalement avec un pilote qui est inconscient, qui n'entend pas les alarmes, et une personne qui est cerveau agressé et qui n'entend pas les alarmes. Voilà, je vous remercie. Donc l'idée, c'était de vous montrer qu'on peut avoir une démarche de neuroergo, qu'on peut aller sur le terrain. Ça nous permet d'optimiser le poste de travail et que les neurotechnologies sont des choses prometteuses. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup pour ces présentations. On va maintenant passer à un petit temps de questions-réponses. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Il y a des micros qui vont circuler et qui vont vous être apportés directement. Il y a une question là-bas. Juste n'hésitez pas à vous présenter rapidement quand vous posez votre question. Bonjour, Ryan Mabrouki, doctorant en psychologie. J'avais une question pour les premières intervenantes, donc Alicia Spillemont et Anaïs Noël, sur votre réalisation d'observation au travail là, de la patiente dont vous avez parlé, mais en général. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus d'explications ? Donc, par exemple, combien de temps est-ce que vous restez ? Est-ce que vous restez toute la journée ? Et on a parlé un peu, enfin, d'autres intervenants ont parlé de validité écologique. Comment est-ce que vous faites pour que vos observations soient représentatives ? Parce que j'imagine que travailler seul dans un bureau et travailler en état observé, c'est pas forcément les mêmes, ça n'a pas forcément les mêmes conséquences. Donc voilà. Okay. Alors,
En travaillant pour Comet, nous, on a une particularité au niveau des interventions en entreprise, c'est qu'on n'a pas de conventionnement direct avec les entreprises, comme peuvent les avoir les services de santé au travail et donc les ergonomes qui travaillent au sein de ces services de santé au travail. Nous, on intervient vraiment pour le patient et du coup, on est moins forcément attendu. Il y a moins de temps qui est consacré pour pouvoir faire ce genre d'études avec eux. Donc là, j'ai pu être présente sur des sessions de 2 heures, en sachant que la patiente était présente 3 heures à chaque fois, à chaque présence. Donc voilà, c'est pas sur des journées complètes, c'est sur des temps assez réduits. Et en fait, l'objectif surtout, c'est de pouvoir faire en fonction de la situation, mais un état des lieux des tâches qui lui sont confiées, de quel mode opératoire elle met en place, et donc aussi en échangeant avec elle et dans cette circonstance, la personne qui était avec elle, donc sa collaboratrice, des difficultés qui peuvent être présentes, et donc comment on peut pallier à ces difficultés-là. Ouais, non, juste pour dire qu'on n'est pas dans une démarche scientifique, donc c'est vrai qu'on n'essaye pas forcément de contrôler tous les facteurs, toutes les variables. On fait un peu comme on peut avec l'entreprise, ce que désire la personne aussi, parce que parfois, effectivement, ça peut les gêner qu'on soit là, donc on ne va pas trop rester. L'idée, c'est d'essayer de voir comment faire pour que tout le monde puisse y trouver son compte dans nos interventions, quoi. Mais ça va vraiment être au cas par cas à chaque fois, en fonction de chaque situation, de chaque entreprise, de chaque personne. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais du coup, par rapport aux observations, c'est davantage, vous interagissez pas mal avec la patiente, etc., plus que d'être une séance d'observation simplement sans... Ouais, ça va dépendre en fait, ça va dépendre. L'idée, c'est déjà d'observer dans un premier temps pour voir quels sont les comportements spontanés, on va dire, de la personne. Et après, il y a une part où aussi on interagit avec elle pour peut-être donner des stratégies, essayer des choses. Le but est d'essayer de construire ensemble qu'est-ce qui pourrait favoriser une meilleure réalisation de la tâche ou qu'elle se sente mieux, elle, sur sa situation, etc. Donc c'est un peu un mix des deux, quoi. Je vous remercie. Bonsoir. Ma question s'adresse également aux premières présentatrices. Je voulais savoir quels sont les patients qui bénéficient de votre expertise. Est-ce que tous les patients qui sont hospitalisés en soins de suite et réanimation ont la possibilité ou pas de bénéficier, ou il y a un choix qui est fait ou par le médecin ou autre ? Oui, donc c'est dans les services de soins médicaux et réadaptation, donc c'est uniquement dans ces services-là, il faut que la personne soit hospitalisée là. Et après, ce sont d'abord les équipes médicales et paramédicales qui repèrent des situations qui pourraient qu'on pourrait accompagner, parce qu'on a quand même... On ne va pas accompagner tout le monde déjà, il y a la notion d'être en âge de travailler, il y a la volonté de travailler à un projet, il y a cette idée qu'on soit aussi dans cette démarche relativement précoce, c'est-à-dire que si on est dans une situation avec un handicap depuis l'enfance, ça va pas forcément être nous qui allons accompagner. Si c'est un projet de recherche directe d'emploi, on va pas accompagner parce que ça va être plutôt les services publics de l'emploi qui seront pertinents. Nous, on n'a pas... une gamme d'offres à proposer. Nous, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la construction du projet avec cette notion il y a une problématique de santé qui risque d'avoir un impact sur le retour à la vie sociale et professionnelle. Et donc, comment on peut apporter un regard un peu expert dans les domaines à la fois de la santé, du travail, pour pouvoir aider à construire un projet qui va vraiment être compatible avec à la fois ses limitations, ses capacités, ses envies, ses intérêts, etc. Donc, il y a une pré-sélection, entre guillemets, on ne voit pas tout le monde parce que il y aurait beaucoup trop de monde à voir. Voilà. Bonjour, Guillaume Calvé, HDG. Une question pour Daniel et Frédéric, pour être un peu équitable. Dans le domaine de l'automobile, il y a beaucoup d'exigences en fait, de certification justement sur des technologies justement de capture de l'état des opérateurs, la drowsiness, la somnolence et la tension.
Et ça, c'est déjà réglementairement demandé, alors avec des niveaux d'exigence assez faibles et basse maturité, enfin mature, mais des niveaux d'exigence faibles. Et dans l'aéronautique, en fait, alors je sais que dans l'ingénierie, on utilise beaucoup les capteurs pour invalider des choses, mais ce n'est pas des choses qui volent, pas de l'embarquer. Et donc, du côté des autorités plutôt type EASA, FAA, etc., est-ce que finalement, il y a déjà des exigences à quel niveau de maturité ou à quelle échéance on va arriver à avoir une obligation de mettre des capteurs dans un avion? Peut-être pour Fred d'abord, ou je sais pas. Alors moi, je suis académique, donc je suis un peu moins au fait de tout ça. Je sais qu'il y a c'est des choses qui sont en réflexion. On évoquait aussi, l'idée c'est d'avoir une single pilot operation, c'est d'avoir un pilote qui serait tout seul pendant une certaine phase de vol. Voilà, c'est en train de reculer, parce qu'il y a des questions aussi humaines, hein, de personnes qui sont menacées de perdre leur emploi. Tout ça peut se comprendre aussi, pour des bonnes parfois et mauvaises raisons. Mais nous, le capteur, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que ça sert vraiment à comprendre le fonctionnement cérébral et que c'est utilisé chez des avionneurs, Airbus, Dassault aussi, pour évaluer les IHM, pour avoir des premiers retours. Ça, je pense que c'est très intéressant de savoir si on s'est trompé sur un design et d'avoir des mesures objectives, comme tu l'évoquais, pour valider un système et éviter des bêtises qui pourraient se passer de manière opérationnelle. Et nous, avec nos startups, on collecte beaucoup de données en training et on fait beaucoup de mesures de ce type-là. Et donc, ça permet, dans le training, c'est les accidents de demain. Donc, c'est aussi intéressant déjà de collecter de la donnée. Et je pense que ça passera par là. C'est vraiment, comme tu disais, on n'a pas de normes, on ne sait pas ce que c'est bien regarder un cadran, c'est combien de temps de fixation, etc. Donc, en passant par le training, on a des situations qui sont reproductibles. C'est tout le temps la même situation, plein de pilotes. On va pouvoir la donner. Mais je pense qu'on est loin de voir ça dans un avion pour l'instant. Après, voilà, je suis académique, je suis pas... Alors, donc il y a des conversations. Alors, ce qui se passe, c'est que le risque fatigue, il n'est pas géré en temps réel. En fait, la drowsiness dans la voiture, ça a du sens parce que tu as une échelle à la seconde. Mais dans un avion, en fait, ça va. Des fois, tu peux faire des petites... tu peux te laisser aller, quoi. En fait, ça va. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que normalement, opérationnellement, il ne faut pas le faire. Non, sachez qu'il y a la procédure des power naps où vraiment, quand ça ne va pas du tout et qu'il faut faire une sieste, on le fait. Mais ce qui se passe, c'est que donc, on n'évalue pas la fatigue comme ça. On regarde les shifts. En fait, on regarde... Donc, c'est le FRMS. C'est donc Fatigue Resource Management System qui permet en fait de regarder en fonction des vols qui ont été faits précédemment dans la semaine, l'enchaînement bien sûr du jet lag quand on fait des vols de longue durée, qui prédisent assez bien en fait que là il vaudrait pas mieux qu'ils volent, il vaudrait mieux qu'ils dorment, et ça suffit. Par contre, en temps réel, de toute façon, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire dans un avion des fois. Donc au final, c'est pas si dramatique. À part si effectivement, il faudrait que ce soit dans des phases de vol extrêmement critiques, par exemple en atterrissage. Mais alors, là, c'est très simple. Donc, il y a des cas où, en fait, les deux pilotes s'endorment. Bon, mais l'avion, il continue. Il n'y a pas de problème au final. Finalement, en fait, les cas les pires, c'est pas forcément quand ils sont vraiment endormis, parce que là, c'est les automatismes qui prennent le dessus. Les cas les pires, c'est quand ils pensent que ça va, alors qu'en fait, ils doivent faire des choses qui sont pas bien et qui font des erreurs. Donc, il y a quand même des prévalences importantes, et il y a quand même des études sur la chose, mais on a du mal, et c'est vrai, donc, de toute façon, acquérir suffisamment de données pour pouvoir réellement mettre des seuils, pour le coup, et faire quelque chose qui soit utilisable en temps réel dans les phases critiques. C'est pas possible encore, la techno, elle n'est pas prête. Et quelque part, c'est logique aussi que, pour l'instant, on s'intéresse plutôt à d'autres éléments comme dans la voiture. En aéro, c'est pas le bon cas d'usage. Voilà. Donc l'EASA en parle, mais ils nous disent bon, vous y arrivez pas trop, c'est pas grave, on va pas trop vous embêter avec ça. S'il y en a pas, il y en a pas, tant pis. Merci. Bonsoir, Charlie Pécoste, enseignant-chercheur en ergonomie à l'ICAM de Toulouse. J'avais deux questions. La première, elle est plutôt d'ordre, je sais pas si c'est méthodologique, mais vous nous avez parlé beaucoup, en fait, quelque part d'interdisciplinarité. C'est beau à voir, parce que c'est pas facile à mettre en œuvre. Et justement, c'était ma question. Vous êtes tous les trois à des niveaux, peut-être des niveaux différents, mais dans des applications différentes, des situations différentes.
est-ce qu'il y a des moments où ce travail-là interdisciplinaire, il a pu amener certaines difficultés, peut-être parce que les pratiques ne sont pas les mêmes, peut-être parce que les conclusions ne sont pas les mêmes. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez appris des choses de ça qui pourraient nous apprendre des choses à nous aussi pour mieux, pour mieux travailler dans l'interdisciplinarité? La deuxième question, je la poserai après peut-être. On y va. Franchement, là, nous, au sein de Comet, actuellement, on a une équipe où ça se passe très très bien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... comment dire, il y a une confiance mutuelle et voilà, chacun apporte son regard et est écouté par les autres et c'est fluide. Alors j'ai vécu des situations qui n'étaient pas les mêmes avec d'autres équipes où voilà, il y avait peut-être un peu plus de chasse gardée pour son domaine de compétences et du coup on n'était pas d'accord avec l'autre. Bon, voilà, ça, c'est toujours souvent une question de personne, mais en tout cas voilà, quand ça se passe bien et que c'est fluide, c'est vraiment c'est très constructif, c'est très c'est complémentaire, c'est vraiment des regards croisés, ça se passe, en tout cas en ce moment ça se passe très bien. Si on peut faire un retour en tout cas sur au niveau là de notre équipe Comet, quoi. Vas-y. C'est compliqué comme question. En fait, de quelle discipline déjà? Interdisciplinaire, oui, bien sûr. Mais en fait, ça dépend de comment on la défend. En fait, si on est dans une démarche collective, de toute façon, ça se passe toujours bien. Si par contre, on cherche à défendre sa paroisse, voilà. Non, en général, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé d'acquérir du vocabulaire commun. Mais ce qui est bien, c'est que spontanément, ça arrive tout seul. Bon, des fois, il faut beaucoup de temps pour des gens qui n'ont pas l'habitude, effectivement. Mais par contre, moi, je trouve particulièrement intéressant, c'est quand... Voilà, faut pas le faire, mais quand même, quand on oppose un peu les sciences dures et les sciences humaines, entre guillemets, et ce qui se passe, c'est que finalement, on voit bien que dans nos disciplines, en fait, il n'y a plus cette opposition du tout. Et en fait, même la question de la discipline, des fois, bon là, je l'ai posée, par exemple, de manière un peu épistémologique, mais en fait, des fois, on s'en fiche complètement. En fait, on avance ensemble, et peu importe comment ça s'appelle, ou c'est quoi les bons mots, ou... En fait, des fois, disons, les concours académiques, d'avoir le vocabulaire parfait, il n'a pas vraiment lieu d'être sur le terrain. On n'a pas besoin de savoir dire les choses pour faire les choses. Voilà. Ouais, et après, pour essayer de répondre à votre question, nous, d'un point de vue académique, moi j'ai un parcours je suis un enfant des sciences cognitives et de l'ergonomie, et voilà, l'humain, il a une dimension psychologique, biologique, psychologique, sociale, etc. Et si on ne met pas toutes ces disciplines ensemble, on va au mur. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Moi, dans mon équipe, il y a des gens en IA, des gens en traitement du signal, il y a des gens en facteurs humains, il y a des gens psychologues expérimentalistes. Et c'est en travaillant avec ce dialogue qu'on arrive à progresser. Mais sans pluridisciplinarité, on va au mur, je pense. Ouais. Merci. Je peux poser ma deuxième question ou pas? Oui. Ok. Je ne savais pas s'il y avait le temps. Et ma deuxième question, elle est plutôt pour vous, Frédéric Denet. Vous avez parlé de, je ne me souviens plus du terme exact, Brain Computer Interaction, c'est ça? Brain Computer Interface, interface cerveau-machine. Yes. Ouais. Et je me demandais, donc, est-ce que vous avez rencontré, alors je ne sais pas si, comme c'est de la recherche plus académique, si vous êtes confronté à ces problématiques-là, mais si vous avez été confronté à des problématiques de confiance envers le système, à la fois peut-être de la part des pilotes, mais aussi peut-être de la part... je ne sais pas, de personnes au-dessus de l'organisation qui pourraient se dire nous on n'en veut pas parce qu'on a l'impression d'avoir moins le contrôle sur l'interaction, quoi. Alors l'aspect que j'ai décrit où on tape mentalement, on peut sortir le train par la pensée. Voilà, à ce stade de recherche, les pilotes sont super contents de participer à ces manips et ça les intéresse beaucoup. Et là, c'est le pilote qui est acteur, c'est-à-dire que c'est lui qui décide s'il veut faire quelque chose, donc il est sens de contrôle. Et en progressant beaucoup en IA, on arrive à un système qui est fiable à 100%, donc on arrive à une très bonne robustesse. Après, c'est pas la même chose parce qu'on n'est pas en vol avec 200 personnes à bord, etc. C'est une autre affaire. Et après, le côté entre guillemets passif, détecter le niveau de fatigue, etc. On n'est pas encore très fiable. Ça pose des problèmes aussi éthiques, ces données-là, parce qu'on va enregistrer des données de vol, ce qu'on en fait. Et l'employeur on peut voir des maladies parfois. Donc ce sont des choses qui sont à considérer. En fait, c'est pas tellement les professionnels qui nous ont embêtés, c'est plutôt parfois des gens qui sont un peu en théorie du complot et qui pensent qu'on lit dans le cerveau, ce qui n'est absolument pas le cas.
Mais j'ai des collègues qui sont fait menacer chez eux, recevoir des lettres d'insultes, et des gens persuadés qu'ils avaient des chips dans le cerveau. Non, mais voilà, c'est plutôt ces aspects-là. Mais effectivement, il faut avoir une démarche éthique, comment on intègre ces technos, comment on garantit que les données appartiennent à la personne et pas à l'employeur. Voilà, ce sont les questions qui se posent. Ouais. Merci. Bonsoir, j'avais une question pour Alicia Splimon et Anaïs Noël. Par rapport à l'accompagnement que vous faites, vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas de convention avec l'employeur, donc vous suivez la personne. Comment ça se passe? Est-ce que vous faites une sensibilisation pour les collègues et la direction par rapport à la difficulté des patients? Parce que du coup, ça a quand même un impact, on disait tout à l'heure, par rapport au fait que les collègues, effectivement, doivent parfois avoir une réaction en fonction des difficultés de la personne. Donc, est-ce que c'est vous qui intervenez pour ces sensibilisations, ou est-ce que vous avez un service, il y a un service spécialisé ou d'autres intervenants qui interviennent dans les différents cas? Alors effectivement, c'est nous qui effectuons les sensibilisations. Alors on n'a pas de convention, mais par contre, par exemple, quand on fait des essais encadrés, il y a quand même une convention qui avec la sécurité sociale, l'employeur et nous quand même qui se fait. Mais sinon, oui, on fait les sensibilisations nous. Alors parce qu'on fait une approche qui commence un peu globale sur le handicap invisible, par exemple, parce qu'on est souvent dans ce type de situation. Et après, plus précisément, sur la situation de la personne, en quoi ces difficultés, par exemple, pourront impacter l'activité de travail, en quoi aussi, finalement, ses capacités et ses forces vont permettre aussi de contourner ça ou de dépasser ça, etc. Donc, à chaque fois, c'est au cas par cas, en fait. Et en général, c'est effectivement avec le collectif de travail, avec la personne, avec éventuellement les RH, ça, c'est les personnes qui peuvent participer. Et on travaille aussi énormément avec le médecin du travail, qui est souvent un appui aussi par rapport à la légitimité d'intervention, et aussi un regard médical qui permet d'appuyer un peu tout ce que nous, on va avancer. Et c'est pour ça que pendant la frise chronologique, je parle beaucoup de rendez-vous avec le médecin du travail, l'ARH et la référente handicap et nous, parce que du coup, tout se fait en collaboration, tous ensemble, pour pouvoir accompagner au mieux la personne. Vous rencontrez encore des résistances au niveau justement des RH, des employés, pas forcément des collègues, mais surtout de la direction et de certains services? Ça arrive. En fait, voilà, c'est très dépendant des entreprises. Ouais, il faut qu'il y ait quand même une volonté de l'ensemble des acteurs pour que ça fonctionne, ce qui a été possible là. On a des entreprises qui sont parfois beaucoup plus petites où c'est compliqué parce qu'il y a aussi cette notion de rendement qu'on peut pas, du coup on peut pas aménager comme on voudrait. Il y a, voilà, parfois, c'est vraiment très dépendant des situations. Mais effectivement, il y a des réticences et dès qu'on est sur du handicap un peu complexe, ça fait peur en fait. Et du coup, il faut vraiment y aller doucement et en même temps dire qu'on est là et parfois aussi dire, parce que parfois des entreprises elles disent non mais c'est bon, on va se débrouiller, il n'y a pas de problème, on a compris la difficulté, on va s'en sortir, sauf qu'en fait ils ne réalisent pas vraiment qu'est-ce que ça va impliquer sur le long terme. Et parfois c'est aussi notre rôle d'essayer d'insister pour dire quand même ça pourrait être bien qu'on vienne pour regarder un petit peu, pouvoir peut-être faire ça un peu en douceur parce que parfois ils veulent pas qu'on intervienne, on n'intervient pas, on se retrouve quelques mois après avec maintenant là c'est plus possible. Et en fait c'est trop tard parce qu'il y a une espèce de fatigue, de lassitude qui s'est mise en place et le retour en arrière est un peu difficile. Mais voilà, c'est très difficile de trouver le bon positionnement pour pouvoir proposer une intervention sans être trop, je
viens chez vous et je vous laisse pas le choix, et en même temps expliquer les difficultés sans trop faire peur, en disant aussi ouais, ok, il y a des difficultés, mais ça veut pas dire que c'est pas possible. Enfin, voilà, c'est assez. On continue à apprendre, hein, on n'est pas encore au top à ce niveau-là, mais ça, voilà, ça fait partie des questionnements, en tout cas, qu'on se pose à chaque fois qu'on intervient sur quand, comment, voilà, et essayer de sentir un peu comment ça peut se passer avec l'ensemble des acteurs, quoi. D'où aussi la collaboration avec le médecin du travail qui est importante, qui souvent, vu qu'eux ont le conventionnement avec l'entreprise, nous introduisent aussi dans l'accompagnement de la personne et dans son parcours de maintien. J'aurais une question pour Daniel Lekovics. Pour faire suite à la présentation de Frédéric Dehé sur la neuroergonomie, je souhaitais savoir si dans Human Design Group, vous disposiez d'outils de capture de données cérébrales, et si oui, quels seraient les cas d'application? Alors, c'est un grand débat. En fait, c'est justement la question, en fait, on a beaucoup de difficultés à faire passer la part du laboratoire au neurotech. Tout simplement parce que, donc nous, on travaille avec des niveaux de maturité qu'on fait, donc on utilise les échelles TRL, HRL, bon, je vais peut-être pas trop vous présenter là, mais en fait, l'idée, c'est qu'on prend des technologies qui fonctionnent pour essayer de les mettre en place sur le terrain. Et pour ça, on met en place des différents tests, donc des phases de test d'application, et on va tester donc la robustesse, on va tester la facilité d'usage, on va tester un peu l'utilisabilité, on va tester un peu tout ce qu'on peut, et on va tester aussi, finalement, ce qui va faire que quelque chose va être mature, c'est pas parce que ça va marcher partout, dans tous les cas, à 100%, c'est pas possible. Ce qui va être mature, c'est de savoir quand est-ce que ça marche et quand est-ce que ça marche pas, quel est le périmètre d'usage réel. Et de savoir que ça marche pas, pour nous, en tant qu'entreprise, enfin les résultats négatifs, justement, en fait, ils sont d'autant plus pertinents parce que, justement, on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Et bon, ce n'est pas toujours le cas en recherche où, justement, on ne présente pas quand ça ne marche pas, et c'est dommage. Nous, au contraire, c'est génial, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, en fait, on teste plein de trucs, et justement, quand ça ne marche pas, on le conserve. En fait, et donc, aujourd'hui, les mesures cérébrales, enfin, pour l'instant, ne font pas partie de notre arsenal, on va dire, ergonomique standard. C'est extrêmement rare, c'est dans des cas tout à fait particuliers, alors soit voilà, dans des cockpits, soit dans des situations extrêmement contrôlées. Sinon, sur le terrain, non. Non, ça tient pas parce que les données sont de trop mauvaise qualité et puis ça fonctionne pas bien. Donc là, c'est la réponse honnête. Après, la réponse un peu... on aimerait bien que... Et donc, ce qu'on fait, c'est justement, on travaille sur certaines technos avec des électrodes sèches, on travaille avec des situations un peu... entre la version contrôlée, la version un peu, par exemple, réalité virtuelle, justement, où on a justement, quelque chose qui est porté par la tête et tout, donc on pourrait éventuellement faire des choses. Mais encore, franchement, à ce jour, il n'y a pas beaucoup de cas d'usage réel qui nécessiteraient des mesures cérébrales. Parce que le souci, c'est aussi disons, l'interprétation après de la mesure. Quand on a des situations de surdité ou des tunnelisations, en fait, il y a aussi parfois d'autres mesures qui coûtent, entre guillemets, beaucoup moins cher et beaucoup plus facile à obtenir, qui remplacent la mesure cérébrale. C'est vrai. Donc, finalement, des fois, on s'en sort, en fait, en bricolant un petit peu et on rend quand même le service. Donc, il y a ça aussi qui se passe. Maintenant, l'idée, c'est de ne pas forcément pousser la technologie. On est quand même des ergonomes. Donc, la poussée technologique, pour le principe de la technologie, c'est pas bon. Nous, on est réellement, et c'est clair, hein, c'est la sobriété d'usage des capteurs. C'est-à-dire qu'en fait, à quoi ça sert d'avoir des millions et des millions de capteurs si après, derrière, l'intérêt n'est pas utile, quoi. Voilà. Donc on ne fait pas ça. Ok, merci. Oui, Julie Lemarié, moi je suis enseignante chercheuse ici et co-responsable du parcours ESI-TFH. Moi j'avais une question à Frédéric Dehé. En fait, sur la mécanique que vous avez mis à jour pour expliquer la surdité attentionnelle, donc le fait qu'il y ait et qu'on puisse le contrer par la resynchronisation par la fréquence, est-ce que ce mécanisme, on pourrait l'exploiter pour traiter le problème inverse, qui est de mettre trop d'attention sur des informations non pertinentes?
Oui, c'est une bonne question. Et bon, après, c'est le but de la thèse aussi, d'évaluer ça avec Florine et Airbus, de trouver un peu ces cas extrêmes. Et après, c'est surtout plutôt de le mettre sur des alarmes très identifiées comme critiques, où le pilote doit absolument répondre. Donc c'est sur ces alarmes que l'on va appliquer cette rugosité. Et c'est très pertinent ce que vous dites. Il ne faut pas faire sonner, mettre tout saillant, tout qui flash dans le cockpit, sinon on perd le pilote. C'est vraiment dédié à certains types d'alarmes. Merci à tous du coup pour toutes ces questions et tous ces échanges. Merci à tous nos intervenants pour ces présentations enrichissantes et pour le temps que vous avez pris pour notre conférence. On souhaiterait du coup remercier tout l'UFR de psychologie qui nous a permis d'organiser cette conférence grâce à la subvention. Et on souhaiterait également remercier Hélène Pierron, Sylviane Peignarbel et David Edouardi qui nous ont permis d'accéder aux locaux ou aux différentes organisations. Également, un grand merci à M. Carsanti, qui est actuellement en distanciel, mais qui nous a permis, tout au long de cette conférence ou de la gestion du projet, qui nous a amené un grand soutien et la supervision. Et également, merci à toute l'équipe du M2 et CITEFH d'avoir permis d'organiser cette conférence. Il y a la moitié de la classe qui est déjà en train de préparer le buffet, donc vous les verrez tout à l'heure. Merci à tous d'avoir été présents pour cette conférence. Merci à ceux qui ont été en distanciel. On est désolé, le chat n'a pas fonctionné. Donc, si jamais il y a des questions, peut-être qu'on pourra y revenir plus tard, mais pas possible là sur le moment. Donc, la conférence touche à sa fin. On vous laisse la possibilité du coup de vous rendre directement au buffet qui va se dérouler à l'Arche, dans la salle AR005. Problème dans l'UFR de psychologie. Si jamais vous avez nos collègues qui vont être tout au long du chemin pour un peu comme le petit poussé finalement, donc pour vous éviter de vous perdre jusqu'à la salle. Donc bonne fin de soirée à tous et merci encore.